Oh, bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, épisode 20 devant public! Oh, alors on remercie la foule magistrale qui est devant nous aujourd'hui. Comme à l'habitude, je suis Simon et je suis en compagnie de Monsieur Jean-François Chrétien. Amen. Bonjour JF. Salut Simon, ça va bien toi? Oh oui, épisode 20. Oui, j'espère que c'est la dernière fois que tu fais ça. Ben là, c'est la fin de la saison en fait. Ouais. C'est le dernier épisode de la saison de Balado Ludique, épisode 20. J'ai même pas dit de quoi on allait parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire une revue des jeux sortis en 2017. Mais donc, c'est ça. C'est notre dernier épisode de la saison. Après ça, on va prendre une petite pause. 5-6 semaines de pause. Le temps de se ressourcer un peu. Jouer à des nouveaux jeux. Préparer une nouvelle formule pour la prochaine saison. Ouais, exact. Quelques changements qui s'en viennent. On l'avait déjà dit dans les derniers épisodes, mais aussi quelques entrevues qu'on prévoit faire et peut-être d'autres lives. Alors, c'est notre première expérience enregistrement devant public. Et pour ceux qui ne savent pas, souvent on n'enregistre pas nécessairement un à côté de l'autre, Simon et moi. On enregistre à distance, mais là, on est un à côté de l'autre, donc il va y avoir moins de moments de silence, je pense. Ben oui, hein, il n'y aura pas de moment awkward où on va pas parler les deux puis on va se demander il va-tu parler, il va-tu pas parler. En tout cas, je trouve que tu as les cheveux bien plus longs que j'imaginais à distance. C'est la première fois qu'on se voit, JF et moi, en personne. Donc, c'est bon. Oui, donc aujourd'hui, on va faire revue 2017 des jeux qui sont sortis. On va y revenir un peu en détail tantôt, mais c'est sûr qu'il y a certains jeux qui sont sortis en français au Québec en 2017, mais qui sont sortis avant dans d'autres pays ou dans d'autres langues. Donc il y a des jeux qui sont pas nécessairement sortis en 2017 qui vont quand même se retrouver dans la discussion. Mais on trouvait ça important quand même de valoriser le fait qu'il y a des jeux qui sont traduits par la suite et qui sont amenés sur les tablettes québécoises quelques années après leur sortie officielle. Ben ouais, exact, mais là on peut peut-être commencer par quelques jeux qu'on a joués, quelques trucs qu'on a fait pendant le temps des fêtes. Veux-tu commencer? Ah ben oui. Pendant le temps des fêtes, il s'est passé quand même pas mal de choses, je dirais, mais surtout des activités ludiques plus que des jeux en tant que tels. Bon, c'est sûr qu'en famille, on a joué à des jeux de société, tout ça, mais je pense qu'on a déjà parlé de ça dans des épisodes précédents. En fait, je suis allé dans un escape room. Encore? Ben oui, encore. Mon but, c'est d'en faire le plus possible. C'était à Brossard, au 10-30. Alors, c'était assez dépaysant pour moi. Oui. Non, ça, c'est pas une place que je suis habitué d'aller. Oui, nouveau escape room, en fait, ça s'appelle Breakout. Ils ont 7 salles, en fait. Donc, c'est très gros, très ambitieux, hein, le 10-30. On sait, ils font pas les choses à moitié. Pas pire comme place. Pas pire, je dirais, peut-être un peu old school là, dans les mentalités, mais super décor. Et il y a un concept assez cool là-bas, c'est que tu choisis un personnage quand tu commences la partie. Et chaque personnage va avoir un pouvoir différent. Donc tu vas avoir, moi j'avais l'oracle en fait. L'oracle, ça permettait de regarder des photos de la pièce à l'avance et de voir des objets importants dans la pièce qu'il fallait se rappeler. Donc ça c'était quand même cool. Sinon on avait plusieurs personnages différents qui étaient assez intéressants. Dont un personnage qui te donnait 5 minutes de plus ou un indice de plus. Donc il y avait comme quand même un certain intérêt à ça. Très bien, en fait on a réussi. D'ailleurs on a peut-être triché un peu, mais... Tu peux pas tricher dans l'escape. Des fois tu peux, mais... non, mais en même temps Breakout, pour tous ceux qui sont sur la rive sud, là, je pense qu'à Montréal il y a quand même un bon choix d'escape room. Là. C'est pas nécessaire de se déplacer jusque là-bas, mais je trouve que c'est quand même une belle alternative à venir à Montréal au 10-30, un bel escape room, 7 salles, donc c'est quand même assez impressionnant comme truc, quand même des grosses salles, des beaux décors. Donc Breakout, je vous encourage à aller faire un petit tour. C'est le nom de la place? Ouais, Breakout, c'est le nom. La room que t'as fait? Nous, c'était... je sais pas, bonne question. C'est des noms bizarres, tu sais, mais c'est un truc de cirque, en fait, là, de show de marionnettes, en fait. Là. Donc, le spectacle du docteur Calivari, ou je sais pas trop quoi. Non, c'était pas ça. Mais, en tout cas, on va revenir là-dessus plus tard.
Toi, sinon, t'as peut-être joué à quelques jeux qui valent la peine d'être mentionnés. Joué à quelques jeux, en effet, dont un jeu que ça faisait longtemps que je voulais essayer, qui est le jeu Honshu. Je sais pas trop comment le prononcer. Je sais pas c'est quoi. C'est un petit jeu de cartes, et quand j'avais joué, on fait la référence à King Domino, puis en effet, il y a des petites similitudes avec King Domino, mais c'est un jeu de cartes dans lequel chacun des joueurs va placer ses cartes. Sur une carte, il y a 6 tuiles de terrains différents et 6 cases où il y a des terrains différents, des lacs, des villes, des plaines, des montagnes. Donc, différents trucs comme ça. Et à chaque tour, quand tu vas récupérer une carte, tu vas devoir la placer et la placer de sorte qu'au moins une case couvre une autre case de tes cartes sur le plateau. C'est un petit jeu de cartes qui a l'air de rien. Qui est dans une toute petite boîte, mais qui a quand même une bonne profondeur stratégique. Un des trucs intéressants, c'est que tu vas avoir des cartes dans ta main. À chaque tour, tous les joueurs vont en jouer une. Et selon le numéro de la carte qu'on a joué, dans le fond, chacune des cartes, on va le mettre au centre de la table. Puis il y a un numéro de 1 à 60. Le joueur qui a joué la carte avec le numéro le plus élevé va avoir le premier choix parmi les cartes qui ont été jouées au centre. Fait que je peux jouer une carte, puis finalement... C'est pas toi qui vas la jouer nécessairement. C'est pas moi qui va la ramasser, ou je vais en ramasser une autre parce que j'ai le premier choix, puis là, il y en a d'autres qui m'intéressent plus. Et c'est aussi un jeu de gestion de ressources, parce que sur les cartes, soit que tu vas avoir des mines qui vont te produire un des 4 types de ressources, ou soit que tu vas avoir des industries qui vont transformer tes ressources en points de victoire à la fin de la partie. Donc, il y a quand même un petit jeu de cartes assez simple, mais avec une profondeur stratégique qui est assez intéressante. Ça joue en à peu près 30 minutes. Vraiment, vraiment clean. Puis oui, ça a un peu le feel d'un King Domino, mais plus poussé, parce que King Domino, tous les types de terrains font des points identiques, alors que là... Chaque terrain va faire des points d'une façon différente. Exactement. Tu as les villes que tu vas regarder ton plus gros quartier de ville adjacent l'un à l'autre. Tu as les lacs qui... il y en a moins, qui sont plus difficiles à placer parce que tu peux jamais les recouvrir, mais qui vont te donner beaucoup de points si tu les places un à côté de l'autre. T'as les forêts que t'en as pas beaucoup qui te rapportent 2 points chaque. Puis en plus, tu essaies de récupérer des mines et des industries dans le but de générer d'autres points avec tes ressources à la fin de la partie. Donc, super intéressant, j'étais content de l'essayer. Ça, c'est un jeu qui se joue, si je me trompe pas, jusqu'à 5 joueurs. Et qui est vraiment assez rapide, vraiment efficace. Là. Donc, ça a l'air cool. Un bon petit jeu de cartes de création de territoire. Là, donc, ça a l'air assez intéressant. Exact. Le jeu est assez beau aussi, puis il se joue bien, très simple. Cet aspect de gestion de ressources de plus dans le jeu de cartes, je trouvais vraiment intéressant, qui rajoutait une couche de stratégie, là, si on veut. Ah, très cool, très cool. Bon, c'est à voir. Je sais pas, ça doit se prononcer Honshu ou quelque chose de même. Probablement, oui. Pour appeler nos amis pour qu'ils nous donnent l'information. Sinon, en fait, c'était le temps des fêtes, hein, tu sais, moi je suis un fan de jeux alternatifs, hybrides et tout ça, et on n'a pas fait d'épisode précisément là-dessus, mais on en a parlé un tout petit peu. Jackbox Party. Ouais. Donc le temps des fêtes, moment parfait pour jouer à ça. Alors Jackbox, c'est un jeu qui va se jouer dans le fond, avec un ordinateur, possiblement branché sur une télé, là, c'est pas nécessaire. Mais dans le fond, un ordinateur, et tout le monde va jouer sur leur téléphone cellulaire. Et Jackbox Party contient contient à peu près une quinzaine de jeux de party, donc des jeux de mots, des jeux de devinettes, des jeux de tout type de jeux en fait, et ça marche très bien là, dans un party de famille, les gens s'installent autour de la télé et avec leur cellulaire, donc ça favorise vraiment l'interaction entre les personnes. C'est pas un jeu de plateau, ça, Simon, c'est quoi ça? Non, c'est clair, mais il y a quand même, dans la série Jackbox, il y a certains jeux qui vont quand même demander l'interaction entre les joueurs. D'ailleurs, on avait parlé d'un jeu qui s'appelle Tabarouette T'es faite. Ouais. Tu sais, qui est justement un jeu où tout le monde va avoir une indication à faire sur leur carte, mais il va avoir un trade qui va devoir mimer. C'est un jeu de mime là, où tout le monde a la même chose à mimer, sauf un joueur qui sait pas. Qui va avoir autre qui va devoir essayer d'être caméléon dans la foule pour pas se faire repérer puis mimer la même chose que les autres. Dans Jackbox Party, il y a ce genre de mécanique-là, donc qui va impliquer de pointer d'autres joueurs autour de la table, de découvrir des trades, tout ça. Super bien fait, il y a des jeux vraiment pour tous les goûts. Ça tourne un peu autour aussi du Cards Against Humanity, où les gens vont écrire des réponses drôles, mais il y a des jeux de dessin, il y a plein de choses assez intéressantes, puis ils viennent de sortir la 4e édition de Jackbox Party, la boîte numéro 4. Ouais. Donc j'ai pas encore joué, mais je vais vous revenir là-dessus, bien entendu, durant les prochains épisodes, parce que c'est
très très cool comme jeu, puis je trouve que c'est quelque chose qui manque, là, les jeux qui font le pont entre le virtuel puis la réalité. Je pense qu'on va en voir de plus en plus, puis ça, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Là. Ben, c'est sûr que les jeux hybrides avec les téléphones, vu que c'est de plus en plus accessible et exactement. tout le monde en a, donc on va en voir de plus en plus. Mais Jackbox Party, en plus, la beauté, c'est que les gens, t'as pas besoin d'application, t'as pas besoin de rien, tu te connectes sur Chrome directement, tu Ok, rentres le numéro de l'adresse qui est écrit comme sur ta télé, ok. là, puis ça se connecte tout seul, que t'aies un iPhone, que t'aies un Android, tout se connecte automatiquement, c'est très facile à mettre en place et très agréable. Combien de jeux dans un Jackpot Dans, Party? dans une boîte, il y en a Ok. 5. Ok. Puis là, pour l'instant, ben, comme je dis, la 4e boîte vient de sortir. Donc, il y en a une vingtaine au total qui sont sortis jusqu'à maintenant. Et même maintenant, ils commencent à sortir des jeux individuels. Donc, ceux qui fonctionnent bien, ils en font une version qui vont sortir individuellement que tu peux acheter. C'est 5$ sur Steam. Donc, ça vaut la peine. Excellent. Moi, de mon côté, j'ai pu essayer un jeu à 2 joueurs qui s'appelle Andor, Chada et Torn. Alors, Andor, c'est un jeu, à la base, c'est un jeu coopératif de 2 à 4 joueurs qui joue sur un gros plateau. Puis bon, c'est un jeu de stratégie quand même d'environ 2 heures environ. Andor, Chada et Torn, c'est la version 2 joueurs de ce jeu coopératif. Donc, c'est un coopératif à 2 joueurs dans lequel Chada et Torn sont de retour vers Andor pour aller protéger la cité. Mais c'est qui ce Shada et Torn? Ben, c'est des héros, là. Ok, qu'est-ce que je- ok, non, mais tu sais, C'est comme ça que ça s'appelle, là. Ok. Parce que c'est les deux personnages qu'on va jouer. Dans le fond, c'est un jeu à 2 joueurs. Il y a les deux characters dans le jeu. Et ils se sont échoués pour retourner à Andorre. Donc, notre but, ça va être de traverser les chemins, les différents territoires, vaincre les ennemis sur notre passage dans le but de revenir à Andorre. Donc, un petit peu comme le jeu de base, c'est un jeu à scénario. Donc, ce qui était le fun avec le premier, c'est que le jeu de base, c'est que tu pouvais commencer la partie en ayant eu une page de règles et tu as un scénario tutoriel qui te fait apprendre le jeu. Donc, la première partie, c'est un apprentissage, puis ensuite, tu vas te lancer dans des aventures. D'une partie à l'autre, tu vas changer d'aventure, donc ça va t'amener des défis différents. Donc, c'est un peu le même concept avec cette version à 2 joueurs. On a encore un tutoriel qui va te montrer comment le jeu fonctionne, et ensuite, tu as plusieurs scénarios qui vont te permettre avoir de la rejouabilité, puis avoir des parties différentes de l'une à l'autre. Donc, c'est un co-op à 2 joueurs. Absolument. Ça marche bien. C'est vraiment bon, en fait. C'est une mécanique que j'avais pas beaucoup, que j'avais jamais vue, en fait. Puis c'est ça qui était le fun par rapport au jeu de base, qui est quand même différent du jeu de base. Là, c'est un parcours. Hein. On a à suivre un parcours, on a à se déplacer sur un territoire, à aller toujours vers l'avant. Il y a aussi une menace qui nous suit, qui, si nous rattrape ou nous dépasse, on perd. Il y a des monstres qu'il faut leur battre. Mais en gros, là, la mécanique, c'est que chacun des joueurs a 3 cartes devant lui qui représentent son personnage, mais 3 fois avec des statistiques différentes. Sur chacune des cartes, tu as des statistiques de déplacement, puis des effets spéciaux, puis des statistiques d'attaque. Mais c'est comme un deck building où tu as 3 paquets. Parce que durant la partie, tu vas pas acheter, mais tu vas récupérer des monstres que tu vas mettre dans un des 3 paquets. Puis à chaque fois que tu joues un paquet, tu prends la première carte du dessus et tu la remets en dessous du paquet. Donc ton paquet va évoluer comme ça quand tu as un monstre sur le dessus du paquet, puis que tu veux activer ce paquet-là, tu dois combattre le monstre. Sinon, tu peux activer un autre paquet. Donc, c'est un peu dur à décrire comme mécanique, là. Je vois que t'es clueless dans tes yeux. Ah, mais quand tu le vois, là, tu vois mon Ouais, c'est sentiment ça, exact. d'incompréhension. Tu peux mais- le voir maintenant que tu comprends pas. Mais c'est un petit peu difficile à expliquer, honnêtement. Comme mécanique, puis c'est un truc que je peux pas comparer parce que je l'ai Il y a pas de comparatif, vu là. dans d'autres jeux, cette mécanique-là. Mais imaginez-vous que c'est presque un deck building dans lequel tu as 3 paquets. À tous les tours, tu actives la première carte de un des 3 paquets. En gros. Donc vraiment cool pour ça. Bizarrement, on a échoué 2 fois le tutoriel. Donc on se sentait un peu mauvais. après ça. Mais on a compris qu'on avait fait des erreurs dans le setup puis que c'était pas si Ah, c'était difficile pas de que votre ça, faute, finalement. c'est ça? C'était Ok. pas vraiment de notre faute, non, exact. La première partie, on s'est quand même fait terrasser. Mais après avoir analysé le jeu, compris quelles étaient les mécaniques, qu'est-ce qu'il fallait faire pour s'entraider plus dans la partie, la deuxième, troisième partie, on les a quand même réussi assez bien. C'est des parties un petit peu longues, on parle de 45 minutes peut-être, Ok. jusqu'à 1 heure. Pour un jeu à 2 joueurs, c'est quand même. Pour un jeu à 2 joueurs, fait que oui, c'est ça, exact. C'est quand même assez long pour une petite boîte là, qui a l'air assez simple comme jeu, mais non, il y a quand même de la bonne profondeur. Pour ceux qui connaissent Andorre, on reste dans le même feeling, mais on a vraiment une expérience différente.
Ce que j'ai reproché au jeu de base d'Andorre, c'était qu'à 2 joueurs, c'était presque impossible. De jouer, ok. Ah, le jeu est, à mon avis, mal balancé, dans le sens qu'il est plus facile à 4 qu'à 2. Hmm. Si tu joues à 2 joueurs en Andorre, t'es mieux de jouer avec 2 personnages chaque. Parce qu'il est pas très bien balancé, à mon avis, pour que tu aies une expérience intéressante puis que tu aies des possibilités de gagner. Là, pratiquement, il y a des scénarios pratiquement impossibles à 2 joueurs dans le jeu de base. Donc ça, c'est une belle variante. C'est sûr que c'est pas la même chose exactement, mais pour ceux qui aiment les jeux d'aventure, les jeux dans cet univers médiéval, un peu médiéval, fantastique, ben Andorre, Chada et Thorn, c'est vraiment, vraiment intéressant comme jeu. Ça vaut vraiment la peine. Magnifique, ben je vais mettre ça dans ma liste de cadeaux de Noël pour l'année prochaine. Bon, de mon côté, ben en fait j'ai fait d'autres sorties. Hein. Je suis allé au Randolph. Donc on n'en parle pas souvent du Randolph à l'émission. En fait, on va sûrement en parler plus là, dans les prochains temps avec des invités et tout ça. Ben oui, c'est au programme. On va avoir une chronique spéciale sur le Randolph. Non, j'invente ça, sur le coup. Mais en fait, ben, c'est ça, on est allé au Randolph sur Beaubien, donc ben c'est pas sur Beaubien, c'est le pub Randolph ludique Rosemont. Sur la rue Beaubien. Mais il est-tu sur la rue Beaubien? Il est comme sur une petite rue parallèle. Fait que tu sais, c'est comme. Ben c'est sur Beaubien. Si vous allez sur Beaubien, vous allez le voir. Mais bon, il est comme sur une petite rue sur le côté. Moi j'adore ce pub-là. En fait, je le trouve tellement beau, tellement invitant comme endroit. On a eu une super belle soirée. C'était un dimanche, c'était plein à craquer. Bon, c'est sûr, je pense que les serveurs étaient vraiment débordés. Mais sinon, on a joué à des fêtes. Hein, temps des fêtes, un dimanche soir, plein à craquer. J'étais quand même étonné. D'après moi, il n'y avait pas beaucoup de places qui étaient pleines comme ça un dimanche. On est parti de là, il était 1h du matin et c'était encore plein. Ah ouais, ça ferme à 1h d'habitude. Ah, ça ferme à 1h, ouais. Ok. Ben, le dimanche, il devait fermer les portes tout juste parce qu'on quittait, mais il y avait encore tellement de monde. Je me suis dit, ils ont sûrement pas mis tout le monde dehors. Non, mais les soirées bien occupées comme ça, de temps des fêtes, souvent ça arrive que. J'imagine qu'ils ont dû repousser vers 2h. Ouais, ok. Ben, en tout cas, belle soirée. Là. C'est un truc à découvrir. Là. D'après moi, la plupart des gens qui écoutent le podcast connaissent déjà le Randolph, mais il y en a peut-être qui sont pas allés à celui dans Rosemont. Puis je pense que ça vaut vraiment la peine. Ambiance totalement différente. Tu peux t'installer, jouer à des jeux qui sont un peu plus gros, prendre un peu plus ton temps, ça crie peut-être un peu moins, c'est moins l'ambiance festive là, de Saint-Denis, quoi, c'est pas plate là, comme endroit, c'est juste un peu plus tranquille. Donc c'était ça, je suis allé... J'imagine qu'il devait avoir de l'ambiance quand même. Ah ouais, il y avait de la belle ambiance, il y avait des gens qui jouaient à des jeux de party juste à côté de nous, tout le monde s'amusait bien, tu sais, c'était quand même une très belle soirée, on a bu plusieurs drinks, dont des potions de mana, de stamina et plein d'autres trucs de magiciens comme ça. Moi, ça sonne un peu geek, hein, mais pourtant, c'est pas tant le feeling que t'as sur place, là, malgré tout. Hein, les potions, c'est le fun de boire dans un Erlenmeyer, exactement. Donc c'est ça, une petite visite au Randolph. On a joué à plusieurs jeux, mais la plupart, on va en reparler tantôt. Donc je vais comme laisser ça de côté pour l'instant. C'était juste une petite activité au Randolph. Excellent. Alors, je vais peut-être parler d'un petit dernier jeu avant qu'on se lance un peu plus dans le sujet. Oui, parfait. Alors, un autre jeu à 2 que j'ai pu essayer, ben en fait, c'est pas la première fois que j'en parle. C'est un jeu que j'ai rejoué récemment et un jeu que j'aime beaucoup qui est Le Havre, le port fluvial. Donc, la version à 2 joueurs du fameux jeu Le Havre. T'as joué à ça? Ben oui. Ok. Mais tu sais que j'y je sais que t'es un fan, là, mais j'étais curieux, là, tu sais, que t'avais vraiment joué ou... J'ai vraiment joué. Ok, c'est bon. Mais la même soirée qu'Andorre, d'ailleurs. Ok, c'est une soirée à 2 joueurs. Okay, c'est une soirée à 2 joueurs, exactement. Donc, le port fluvial qui est la version 2 joueurs de Le Havre, mais qui s'inspire beaucoup des mécaniques de Aura Elabora, qui est le jeu... qui a suivi Le Havre dans la lignée des jeux de Jusey ou Rosenberg. Donc c'est un genre de beau mix entre les deux. C'est une mécanique un peu spéciale. Chaque joueur a un plateau avec une petite roulette qui se déplace, avec un système de marché, de gestion de ressources sur le marché qui est vraiment exceptionnellement bon. Bizarrement, au début, tu comprends pas trop comment ça marche, puis tu te rends compte que c'est vraiment fluide. Tu déplaces des cubes, tu veux payer 3, tu le déplaces en diagonale, puis ça te
tu te rends compte que t'as perdu 3 ressources, puis que ça fait la job. C'est vraiment particulier comme jeu. Je vais pas en parler en profondeur, parce que j'ai déjà parlé un petit peu, puis c'est un jeu que je risque de reparler encore, parce que c'est un de mes... C'est un très bon jeu à 2 joueurs. Un de mes jeux à 2 joueurs très solide, que je trouve, qui est très bon, puis qui prend plus de stratégie, tu peux t'améliorer, tu peux apprendre à comment les mécaniques fonctionnent. Parce que les bâtiments, à chaque ronde, il y a des nouveaux bâtiments qui arrivent. Fait qu'une fois que tu connais un peu plus les bâtiments, un peu ce qui arrive comme pouvoir, comme effet, donc il y a beaucoup de rejouabilité possible par rapport à ça. C'est sûr que les bâtiments vont toujours arriver dans le même ordre. Il n'y aura pas vraiment de variation au niveau du setup, puis de comment la partie va se dérouler si on veut, mais le choix des tuiles par chacun des joueurs, les stratégies, à quel moment tu vas activer les tuiles de l'autre joueur pour lui bloquer, fait en sorte que quand même un jeu avec beaucoup de rejouabilité, et plus tu joues avec les mêmes joueurs, plus les parties finissent serrées là, à quelques points de différence, et tu sens là, qu'il y a de la tension qui monte un peu dans le jeu là, aussi. Ouais, puis dans les jeux à 2 joueurs de Rosenberg, particulièrement Agricola puis Caverna, pis ça, le commentaire revient souvent que c'est des jeux qui sont quand même le fun, mais peut-être un peu redondants dans les stratégies. Ouais. Alors que comme tu l'as bien dit, je pense que le Havre, le port fluvial en français, cet aspect-là est pas là. T'sais, la stratégie est vraiment se renouvelle bien, puis il n'y a pas nécessairement de chemin vers la victoire ou de chemin optimal. Là, je le préfère de loin à Caverna 2 joueurs. Ouais, je sais que toi, t'avais pas beaucoup apprécié Caverna 2 joueurs. Là, mais... correct, Bon, ben en fait, je pense que ça fait le tour pour le petit recap d'actualité. Bien entendu, il restait, comme à l'habitude, plusieurs choses à parler, mais on est déjà en retard sur l'horaire, donc on va reprendre le chemin de l'épisode. Aujourd'hui, épisode 20, revue des jeux sortis en 2017/2016 pour certains jeux, en fait, qui sont sortis au Québec en français en 2017. Jeff, je pense que tu nous as préparé un petit quelque chose pour nous mettre l'eau à la bouche par rapport à ça. Je vais peut-être juste en profiter pour aller servir des pâtisseries et des petits rafraîchissements à notre public pendant ce temps-là. Donc, tu sais, pour tous ceux qui ne sont pas venus, sachez qu'il y avait des pâtisseries et du mimosa et tout ça. Donc, je te laisse commencer. J'espère que les gens vont regretter de ne pas être venus. Oui, alors, dans le fond, mon petit segment, c'était plus porté sur le top 10 des meilleurs jeux selon Board Game Geek. Alors, comme on faisait un épisode sur les tops de l'année, alors ça, c'est pas nécessairement des jeux qui sont sortis cette année, c'est vraiment les 10 meilleurs jeux selon les geeks qui utilisent le site Board Game Geek. On s'entend, c'est le site de référence numéro 1 pour les jeux de société. Donc, je voulais juste faire un petit recap. C'est quoi en cette fin d'année 2017 qui sont les top 10 des meilleurs jeux selon les joueurs du monde entier. Donc, rapidement, en numéro 10, nous avons le jeu Castle of Burgundy, qui est un jeu de 2011 sorti par Stefan Feld. Je pense que Castle of Burgundy va rester dans les top jeux quand même assez longtemps encore, qui est un des plus gros classiques de cet auteur, Stefan Feld. Donc, Castle of Burgundy 2011 encore, on voit qu'il est dans le top 10, qu'il n'a pas perdu de son intérêt quand même. Il a probablement perdu quelques places, là, je ne me rappelle plus où il était les dernières années. C'est quand même un jeu qui se maintient dans le top 10. Il se maintient assez élevé, puis malgré le fait qu'il y a des... Souvent, les nouveaux jeux, les jeux qui viennent de sortir, ils vont se classer assez rapidement, assez élevés dans les tops parce qu'il y a un hype. Et après quelques années, là, ils redescendent tranquillement. Là, tu vois, lui, il est encore assez élevé. Donc, Castle of Burgundy. En numéro 9, nous avons le jeu à 2 joueurs Seven Wonders Duel. Donc, la version à 2 joueurs du fameux Seven Wonders. Ouais. Donc, lui, c'est un jeu de 2015 qui est un des gros jeux de stratégie pour 2 joueurs, qui est
selon moi, un des chefs-d'œuvre à 2 joueurs. Je préfère la version duel à la version originale, qui reste un excellent jeu de draft, qui a vraiment mis de l'avant les jeux de stratégie pour plus grand groupe, puis la mécanique de draft qui n'existait pas vraiment avant. Mais Seven Wonders prend la mécanique de draft et en fait une mécanique de pyramide de draft super intéressante pour 2 joueurs. Ouais, je trouve que ça vise un public assez différent du Seven Wonders classique qui était comme semi-familial, 7 joueurs. Là, on va dans un peu plus gamer, un peu plus stratégique, avec quand même une rejouabilité là, qui est assez sûr que Seven Wonders, il y a une bonne rejouabilité, mais c'est quand même un jeu assez simple, là, somme toute. Là. Ouais, exact. Ben, c'est un bon jeu, quand même un pas pire jeu pour introduire cette mécanique-là, puis introduire le jeu de stratégie à des plus gros groupes. Des jeux à 7, on s'entend qu'il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Dès qu'on dépasse 5 joueurs, normalement, on est plus dans le jeu de party. Alors, ce qui n'est pas tant le cas avec Seven Wonders. Mais cette adaptation Seven Wonders Duel, je pense qu'elle va aussi rester là, dans les tops pendant un bon petit moment. Numéro 8, un jeu de 2016, et c'est le fameux gros jeu Sight. Excusez-moi. C'est drôle, je le vois dans ta bibliothèque en plus. Oui, d'ailleurs, il est à échanger ou à vendre. S'il y a des gens qui sont intéressés, écrivez-nous baladoludique@gmail.com. Donc, c'est à vendre ou à échanger. Hein. On est assez généreux ici. C'est la version en français? Non, c'est la version en anglais. En anglais. Ouais, donc bon. c'est ça. C'est celui-là. Ah ouais. Ben écoute, c'est pas. Tu représentes pas l'opinion générale des geeks parce que numéro 8. Ouais. Sight. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à ne plus trop regarder le top sur BGG, mais bon, en tout cas. Chacun ses goûts. Ben écoute, ça va être un gros jeu de stratégie avec des miniatures, de confrontation, mais aussi de points de victoire. Donc un bon mélange quand même de confrontation et de stratégie plus européen. C'est un genre de mix à Mary Thrasher. Ouais, c'est un jeu de territoire, mais où tu as des ressources à gérer, puis tu vas bâtir ton empire. Tu sais, quand même, tout est là pour que ce soit bon. Hein. Exact. Tout est là pour que ce soit bon et c'est bon quand même. C'est bon quand même. Mais... JF, t'es tellement optimiste quand tu parles au micro, mais tu sais, si les gens pouvaient t'entendre à l'extérieur. On reparlera de Gloomhaven tantôt. Là. Ok, c'est bon. Mais en fait, ce que je voulais mentionner surtout, c'est que Sight est numéro 8. Puis Sight a été mécaniquement quand même très grandement inspiré d'un jeu qui s'appelle Terra Mystica. Et Terra Mystica est numéro 7 sur BGG, un jeu de 2012. Il y a un peu d'espoir dans ce monde. Donc quand même, tu vois, là, Terra Mystica, c'est quand même l'inspiration majeure de Sight. L'auteur a mentionné que c'était une de ses inspirations lors de la création du jeu Sight. Et on peut le sentir parce que mécaniquement, au niveau des plateaux de joueurs personnels, comme on déplace les figurines de notre plateau vers le plateau central et que ça va débloquer des actions ou réduire le coût de certaines actions. Ben, c'est de l'inspiration, ça vient principalement de Terra Mystica 2012, donc qui est en numéro 7, qui est un jeu peut-être un petit peu plus simple que Sight, un petit peu plus clean, un petit peu plus léché si on veut. Il n'y a pas de grosse plus euro que Sight, justement, il y a pas moins l'aspect de confrontation, peut-être. Un petit peu moins, mais il y a cet aspect où il y a quoi, 12 races qui ont toutes des pouvoirs différents, qui ont quand même une belle rejouabilité, puis une belle diversité dans ce jeu, qui est Terra Mystica. Sinon, un autre jeu de 2016 qui rentre dans le top 10 de BGG, qui est Terraforming Mars. Ouais. Ah ouais, plus enthousiaste sur ça. Ouais, Terraforming Mars, hein, je pense qu'on aura peut-être la chance d'en reparler. J'en parlerai pas, là. On a déjà parlé souvent. On a pas Vous allez voir pourquoi tantôt. Ouais, c'est ça. On va pas en parler. Là. Alors, numéro 5, qui est un jeu que j'ai vraiment hâte d'essayer, qui s'appelle Star Wars Rebellion, qui est un jeu à 2 joueurs grandement inspiré du Twilight Struggle, c'est-à-dire un jeu de confrontation card-driven game dans lequel quelqu'un va jouer l'Empire et quelqu'un va jouer les foutus rebelles Jedi. Donc, t'étais un gars de l'Empire ou c'est quoi ton problème? Les foutus rebelles Jedi, c'est quoi ça? Je me dissocie de tout contre les rebelles. Ben écoute, c'est ça. Le jeu, dans le fond, c'est vraiment. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Ça a l'air là. En fait, c'est un peu une honte que les deux on n'ait pas joué. Mais ça a l'air excellent en fait. Là, j'ai rien de. Plateau gigantesque, jeu 2 joueurs pour 4-5 heures.
On s'entend, c'est du gros jeu. Mais c'est un jeu où justement un joueur va incarner les rebelles, va essayer de se cacher, de se dissimuler, mettre des pièges. Et l'Empire qui a beaucoup trop de pouvoir, qui marche où elle veut, mais qu'elle va peut-être elle va peut-être s'enfarger dans les différents pièges que les rebelles vont mettre sur leur chemin. Donc ça c'est une grosse boîte, là, c'est assez massif. Oh ouais, c'est un gros jeu. Puis de ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est que la thématique est vraiment bien représentée dans le jeu. Donc les cartes vont faire du sens. Fait que si vous êtes un fan de Star Wars, c'est encore plus... il y a encore plus d'intérêt parce que justement au niveau de l'histoire et tout ça, donc il y a beaucoup de similitudes avec avec les films et avec l'historique général de Star Wars. On a quand même beaucoup de jeux là, de Star Wars. Oui, là. On parle de Imperial Assault, on parle de Destiny qui vient de sortir aussi, le jeu de dés de cartes. Destiny, on parle aussi du X-Wing. X-Wing Miniature, ouais, absolument. Il y en a vraiment beaucoup, mais comme on peut voir, c'est le seul Star Wars qui est dans le top 10 en ce moment. En tout cas, c'est un de ceux que je veux le plus essayer dans la thématique. Oh ouais, non, mais il a l'air intéressant, absolument. Là. Parce que, ben évidemment, il reprend un petit peu les mécaniques du numéro 4 maintenant sur BGG, un jeu de 2005 qui est Twilight Struggle. Oh, ce jeu qui a été si longtemps numéro 1. Et en fait, à plusieurs reprises, je mentionnais que c'était le numéro 3 dans nos derniers épisodes. Oh, et il a droppé. Du numéro 4. Et ouais. Et je sais que ça j'espère que c'est pas à cause du numéro 2. Ouais, ok, on va y revenir quand on va être rendu au numéro 2. Twilight Struggle, card-driven game dans lequel un joueur va incarner les Russes. L'URSS plutôt, durant la guerre froide, et les autres, les Américains, on va essayer de prendre le contrôle de différents territoires, de différentes régions dans le monde, dans le but de gagner la guerre froide et réécrire l'histoire peut-être. Donc, encore une fois, j'ai passé assez vite dessus parce que j'en ai parlé maintes reprises. Pour ceux qui sont plus intéressés par ça, épisode 17 et épisode 18, donc jeu de majorité et jeu piloté par carte. Ouais, il est comme dans toutes mes tops. C'était les numéros 1 de GF. En fait, on le retrouve un peu dans tous les épisodes. Hein. Des fois, on n'est pas capable de démordre de certains jeux. Et bien, c'est le cas de Twilight Struggle pour GF. Numéro 3 sur BGG en ce moment qui est Through the Age, A New Story of Civilization. Donc, un jeu de civilisation. C'est la nouvelle édition, il est sorti en 2015. C'est comme une suite du premier qui était sorti, qui était peut-être un petit peu brisé, certaines cartes un peu trop fortes, un peu trop powerful. C'est une version améliorée, un petit peu mieux balancée. Donc c'est du gros jeu de civilisation, beaucoup de... Comment on appelle ça? Du push, du cube pushing. Ouais, ok. Beaucoup de cubes. Pousse beaucoup de cubes dans le jeu. Là. Il y a beaucoup de tracks. À chaque fois, tu vas bouger des cubes. Tu vas acheter une carte, ça va bouger des cubes à gauche, à droite. Donc, beaucoup de manipulation durant la partie, mais qui donne vraiment l'ambiance et le feeling de développer une civilisation. Il n'y a pas vraiment de plateau. Là. Le plateau, c'est vraiment des trackers. C'est pas un jeu comme, mettons, Civilisation. Il n'y a pas de cartes, là. Ben, il y a beaucoup de cartes, en fait. C'est vraiment juste... non, je veux dire une map, là. Ah, oui, c'est ça, exact. Il n'y a pas de plateau. On se déplace pas physiquement. C'est plutôt abstrait. On va acheter des bâtiments. On va avoir des industries qu'on va pouvoir évoluer pour produire des ressources, de la nourriture et ainsi de suite. Donc, ça, c'est le jeu de civilisation par excellence des gamers. Through the Age, A New Story of Civilization de 2015. Le numéro 2? Numéro 2! Numéro 2, c'est le jeu nouvellement dans le top 10 de BGG. Jeu de 2017, c'est Gloomhaven. C'est ça. Ok, fait que là, dans le fond, pour que vous sachiez, JF avait promis avant l'épisode qu'il n'allait pas trasher sur Gloomhaven. En fait, il craignait la communauté de fans de Gloomhaven qui connaissent peut-être son adresse, qui pourraient venir le tabasser. Fait que moi, ce que je te propose, JF, c'est que tu nous fasses ta bonne description, puis on va le couper au montage après. Mais au moins, les gens qui sont là, live, ils vont savoir ce que t'en penses. Donc, tu sais, juste un petit 1 minute ou 2 pour nous dire qu'est-ce que t'en penses de Gloomhaven et tout. Écoute, c'est sûr que Gloomhaven, c'est un jeu, c'est pas un legacy en tant que tel, c'est un jeu de scénario, de campagne, où nos personnages vont évoluer dans différents scénarios. Le gros boss sur Gloomhaven vient du fait que la boîte est beaucoup trop grosse et beaucoup trop lourde. De un, que c'est un projet Kickstarter qui a énormément marché, mais aussi qui vient chercher la crowd de... Donjons et Dragons, des jeux de rôle, c'est un peu la prétention du jeu. C'est un jeu Donjons et Dragons en plateau, on va vivre des histoires, des expériences et aller tabasser des monstres. En réalité, on tabasse des monstres comme dans n'importe quel autre jeu de campagne. De miniature. De miniature, il n'y a rien de très particulier. Oui, mécaniquement, il y a plein de trucs super intéressants. Il y a des nouvelles mécaniques, mais pour que le jeu soit le fun, il faut que tu te fasses 40 games. Puis une game, c'est
3 à 4 heures minimum. Puis c'est à peu près 30 à 40 minutes de setup de Par jeu scénario. par game, par partie. Donc c'est quand même, tu sais, pour aimer ça, il faut vraiment être dedans, il faut vraiment vouloir aimer la thématique, vouloir avoir un genre de jeu de rôle, mais pas un vrai jeu de rôle. Tu sais, où on assume, oui, un petit aspect d'histoire, décisionnel, de développement de personnages, mais la partie va être grosso modo, on rentre dans un donjon, on tabasse des monstres, à la fin on a du XP, on évolue nos personnages, ça prend énormément d'XP pour que nos personnages évoluent assez pour qu'on sente vraiment de différence, donc ça prend vraiment beaucoup de parties. Les gens qui veulent s'investir dans ce jeu-là vont apprécier ça, mais pour ceux qui n'ont pas le temps de s'investir, qui n'ont pas envie de faire 40 parties d'un jeu qui dure 4 heures, c'est pas nécessaire, je pense. Ils peuvent s'abstenir. Moi, je suis dans une campagne de Donjons et Dragons en ce moment et je ne vois absolument pas la raison pourquoi je joue à Gloomhaven parce que je sens pas que c'est comme Donjons et Dragons. Je sens que c'est un jeu de plateau où, oui, tes personnages évoluent, mais au bout du compte, c'est comme n'importe quel jeu de campagne qui existe. Il y a un mage, il y a un barde, il y a un très warrior, classique quand même. Très classique. On a un petit crew d'aventuriers, on rentre dans un donjon, on tabasse des monstres, c'est fini, on a fait du XP. Puis l'aspect d'histoire, elle est pas vraiment là. Pas comme dans Donjon Dragon, tu vas avoir un maître de jeu qui va t'amener ton personnage à un autre niveau. C'est genre, au début de partie, tu quittes la ville de Gloomhaven, donc tu flippes une carte, il se passe une histoire, on prend des décisions. Ok, il se passe quelque chose sur le chemin, tu flippes une autre carte, il se passe quelque chose. Après ça, il y a zéro histoire. T'es dans le donjon, il n'y a pas d'histoire qui se passe, il n'y a rien de surprenant, il n'y a pas de carte, tu fais comme oh shit, ça arrive. Non, tu ouvres une porte, tu vois les monstres qui sont là, c'est les monstres que tu vas avoir à battre, il n'y aura pas de surprise, ça va être ça. T'sais. Donc ce côté-là est très 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 manqué à mon avis. Ils ont manqué vraiment le fait que durant le jeu, durant le combat, il y a zéro chose qui se passe à part de tabasser des monstres. Donc c'est un peu mon point de vue sur ça. Je pense qu'il y a sa crowd, puis c'est pas pour rien qu'il est numéro 2 sur BGG, mais j'ai l'impression que ceux qui le classent haut n'ont pas joué à grand chose d'autre. Ouh! Bon! Alors bon, vous pouvez vous en douter, on va absolument pas couper ça au montage. Donc, vous avez entendu JF qui l'a dit, vous savez où vous pouvez le trouver. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez nous écrire, là, comme à l'habitude. Numéro 1 sur BGG et depuis un an maintenant, tient la première position, c'est Pandémie Legacy Season 1. Wouh! Oh yeah! Je sais pas où est rendu saison 2, je l'ai pas trouvé encore, il est peut-être encore trop récent. Ouais, y a pas beaucoup de gens, je pense, qui l'ont joué, surtout au prix de la boîte, ça a dû refroidir certaines personnes. Ouais, saison 2, je trouve, il abuse un peu. Là, il profite du hype, hein? Ouais, j'étais un peu surpris, mais ouais, numéro 1 sur BGG, mais si t'en vends pas... Ça reste que c'est un Legacy, idéalement, tu le joues à 4 joueurs, tu l'achètes à 4, donc ça réduit quand même le prix du jeu en réalité. Mais en effet, c'est une grosse boîte, mais c'est pas pour rien qu'il est numéro 1, puis ça, je suis pas contre, là. Non, c'est pas pour rien qu'il est numéro 1, c'est... Pandémie, c'était déjà un bon jeu coopératif avec des belles mécaniques. Amener l'aspect Legacy là-dedans, bon, j'ai pas joué à Charterstone, mais j'en ai pas beaucoup entendu parler depuis qu'il est sorti. Moi, je pense que Pandémie Legacy, c'était pas une chose unique dans l'univers, mais toutes les circonstances étaient réunies pour que tout marche bien. Ouais. L'histoire était bonne, les choses que tu découvrais à travers le jeu étaient bien faites, c'était unique à ce moment-là. Je pense qu'il mérite sa place là. Et d'après ce que j'ai compris, j'espère juste que Gloomhaven va pas le dépasser bientôt. Là. Dis-moi pas ça. Ok, ben en fait, merci JF d'avoir repassé ce top 10-là, le top 10 de BGG. Bon, il y a quelques aberrations. C'est clair qu'on dirait que maintenant que la communauté de joueurs se diversifie, on va aller chercher des gens qui ont peut-être pas un esprit critique moins développé sur les jeux, mais qui ont peut-être joué à moins de jeux, qui ont peut-être le hype meter plus facile. Dans le sens que... Quand on commençait, là, tous les jeux qu'on jouait, c'était les meilleurs jeux ever. Oui, t'sais, à chaque fois que tu joues à un nouveau jeu, c'est le meilleur jeu. Ça, c'est dans mon top 10. C'est normal, tu as cette espèce de découverte, tu découvres des nouvelles mécaniques, des nouveaux jeux. Là, que ça fait quelques années que t'en joues, c'est plus... En tout cas, moi, j'ai perdu ce truc-là de chaque fois que je joue à un nouveau jeu, c'est le meilleur. Ouais, maintenant, ça faut qu'il soit vraiment bon pour que tu sois comme, ok, ben, tu sais, c'est un bon jeu, mais t'as beaucoup de comparatifs, beaucoup d'informations pour faire tes choix par rapport à ça. Je pense aussi un des problèmes, c'est que les gens dans ma tête sont beaucoup trop drastiques quand ils notent des jeux sur BGG. Ah, c'était bon, on va mettre 10. Ah, c'était pas très bon, on va mettre 0. T'sais, là, j'exagère un peu, mais je le vois beaucoup dans les critiques de films sur Internet, dans les critiques
qui sont user-based. C'est pas nécessairement un barème qui est super respecté. Donc les gens ont ont de la même façon, tous leurs hein. barèmes différents. Ouais. En plus, BGG propose un barème, tu sais, de 1 à 10. Ouais, c'est assez terrible d'ailleurs. Ben, ils te mettent je jouerai jamais, je jouerai un peu. Mais tu sais, déjà, si les gens se respectaient ça, ça pourrait peut-être aider certains jeux à être classés de la meilleure façon. Mais bon, on va pas nécessairement non plus se plaindre que le hobby se popularise et qu'il y a Ben de non. plus en plus de gens et ça. que justement, on va aller chercher plus des gens qui sont des amateurs de jeux vidéo, des amateurs de jeux de rôle. Les jeux de plateau ratissent beaucoup plus large. Même récemment, les amateurs d'Escape Room ont des jeux pour eux. Bon, on y reviendra un peu plus tard. Ben, en fait, je pense qu'on est, on est sur le point là, d'entrer dans le cœur de l'épisode. Donc, d'aller peut-être passer en revue certains jeux qui sont sortis en 2017, qui n'ont pas fait notre top 5, mais qui valent quand même la mention. Je pense que juste d'avance, on va essayer de se restreindre un peu parce que c'est le genre d'épisode qui pourrait durer plusieurs heures. Donc on va essayer de garder ça le plus bref possible sur les jeux. On va essayer d'en passer le plus possible en revue, donner une petite description, notre avis dessus pour finalement atteindre le top 5. Génial, commence donc, Simon. Ouais, Toi, ok. t'es- Ben, je vais commencer par un jeu que j'ai joué tout récemment. En fait, il s'agit du jeu Bunny Kingdom. Donc, le royaume des lapins. de l'auteur Richard Garfield, entre autres. Exactement. Donc, quand j'ai vu ça, j'étais bien excité d'essayer le jeu. Richard Garfield, notamment connu pour, ben, bien entendu, Magic, mais aussi King of Tokyo. Donc, des classiques du genre. Qui est un auteur que j'apprécie beaucoup. Bunny Kingdom, en fait, c'est un jeu de draft, principalement. Donc, c'est un jeu où on va avoir des cartes, on va se passer les cartes autour de la table, on va en choisir une, on va la garder, on va les jouer tout en même temps. Jeu de draft assez classique. Je dirais qu'il n'y a rien de... Il n'y a rien de révolutionnaire dans le jeu, mais c'est un très très bon jeu de draft. Ça roule bien. On a joué notre première partie, on était 4 joueurs, personne ne savait jouer. On a joué en 1h15. Donc, tu as le feeling un peu d'un Seven Wonders, mais avec un plateau de jeu où tu vas devoir placer tes choses stratégiquement. J'ai trouvé ça très bien en fait. Hein. C'est pas un chef-d'œuvre instantané puis un achat absolu, mais ça fait très bien la job. Ça renouvelle un peu l'idée des jeux de draft en amenant le plateau puis les placements sur le plateau. Très bon jeu en fait. En plus, c'est full thématique. Hein. C'est Bunny Kingdom, c'est un jeu où on place des lapins, puis à la fin, le plateau est rempli de lapins. Il y a Se des lapins multiplie. partout sur le plateau. C'est des lapins dans des châteaux. C'est des petites figurines en plastique. C'est pas un gros jeu de figurines, mais ils sont cute, c'est beau. Les couleurs sont belles. Pas beaucoup de points négatifs à faire. Puis j'ai quand même l'impression que c'est un jeu qui a une certaine profondeur. T'sais, nous, on a joué une partie, puis on était comme ah, mais tu sais. J'aurais voulu faire ça de même. Tu sais, j'avais envie de refaire une autre partie juste pour essayer un peu les stratégies, tester le système. Il y a quand même beaucoup de cartes dans le jeu, puis les cartes sont assez différentes là, les unes des autres. Donc, Bunny Comment Kingdom. t'as trouvé le comptage des points? Ça avait l'air intense. Il me semble qu'il y en a beaucoup à la fin de la partie. Il y a beaucoup de points à la fin de la partie, mais j'ai pas trouvé ça si pire. Pour de vrai, ça a bien passé. Puis on s'est fait, en fait, littéralement torcher par quelqu'un qui avait le double de points de nous, en fait. Ouais, ça a fait un peu mal à l'orgueil. Tu comptes tous les points à la fin, hein, je pense. Il me semble qu'il y a quelques points que tu fais au cours de la partie. Je suis même plus sûr, en fait. Ça fait pas longtemps que j'ai vu, mais il y a beaucoup de points à la Tu fin. sais pas trop ce qui se passe. Tu sais pas trop... Non, tu fais des points dans la partie. En fait, il y a des moments de comptage à chaque 2 tours où tu fais des points, mais c'est quand même assez intéressant comme jeu. Là. Bon jeu de draft. Je le recommande, même si c'est pas le chef-d'œuvre de l'année. Là. Excellent, excellent. Moi, je vais parler d'un jeu qui s'appelle Baron Park, qui est un jeu de construction de parc à ours, où, en fait, c'est un peu le jeu... Parc à ours. Ouais. De parc à ours. De parc d'attractions, mais où on va mettre des ours puis des animaux dedans, mais c'est beaucoup... Un zoo? Mais c'est pas nécessairement un zoo, parce qu'on va pas mettre n'importe quel animal. Là. Ça va être principalement des ours polaires, des ours bruns. C'est beaucoup axé sur les ours. Donc, c'est vraiment un jeu, pour ceux qui connaissent le jeu Patchwork, c'est un genre de Patchwork à 4 joueurs. Ok. Peut-être un petit peu moins, je trouvais qu'il est peut-être un petit peu moins, mettons, poussé niveau stratégie, peut-être un petit peu plus léger au niveau des stratégies, mais pour ceux qui cherchent un jeu style Patchwork pour 4 joueurs, c'est un jeu qui marche bien, dans lequel tout le monde va commencer avec une plaquette.
de parc. Et au fur et à mesure de la partie, on va pouvoir avoir jusqu'à 4 plaquettes, agrandir notre parc, placer différentes attractions qui vont rapporter des points. Évidemment, c'est des points plus vite, tu vas aller chercher un type, plus de points ils vont te rapporter. Donc c'est très simple comme mécanique. À ton tour, tu vas placer une tuile sur ton plateau et selon les symboles que tu couvres, ça te donne des actions possibles. Donc un certain nombre de bâtiments, de structures que tu vas pouvoir aller chercher ou acheter une nouvelle tuile de terrain. Donc, très simple, vraiment efficace. On parle d'une genre de trentaine de minutes. Peut-être un petit peu moins poussé que Patchwork, mais fait quand même bien la job là, pour un genre de Patchwork. 4 joueurs, assez familial, rapide et efficace. Que j'ai beaucoup aimé qui est sorti en 2017. Barren Park. Cool. Bon, ben, je vais enchaîner ça avec le jeu Merlin, en fait. Ouais, donc Stefan Merlin. Feld. Stephen Feld, Yes. qui est son nouveau jeu de l'année, qui a quand même eu un certain buzz. Quoique j'en ai pas tant entendu parler, mais je pense qu'il est plus ou moins arrivé ici, ou je sais pas, je l'ai pas vu beaucoup jouer, mais super jeu. Hein. En fait, on en avait déjà parlé un peu dans le post Lac à l'épaule ludique, donc on avait fait un petit débriefing là-dessus. Merlin, gros jeu de Stephen Feld, donc tu sais, tu fais des points un peu de toutes les façons n'importe possibles. quelle Hein? façon possible, hein. Tu bouges un pion, tu fais un point, tu mets quelque chose tu mets là, quelque chose là, tu fais un point, Ouais. tu mets une bannière, tu fais un point. Euh, Jeu de la table ronde en fait, là, donc Merlin et les chevaliers de la table ronde. Super beau plateau en fait. Moi, c'est qu'est-ce qui me reste de ce jeu-là vraiment en tête, là, c'est l'ergonomie du plateau. Il y a énormément de choses qui se passent en même temps, mais tout est clair, tout est bien présenté. Je sais pas si c'est un jeu vraiment qui va là, passer à l'histoire ou qui va rester tu sais, populaire pendant plusieurs années. Mais moi j'ai bien apprécié l'expérience. Tu sais, c'est un jeu que tu peux rejouer là, des dizaines et des dizaines de fois en ayant toujours une stratégie un peu Ouais. différente, en essayant de faire des points d'une façon différente. Donc un jeu à découvrir. Merlin, super beau jeu aussi, fait par Queen's Game. Donc tu sais, toutes les pièces sont belles, le matériel est bien fait, il y a toujours la petite dose de hasard au début de la partie où tu vas comme tu sais, placer le plateau d'une certaine façon qui va être différente à chaque fois. Donc super jeu, le Merlin. Excellent, je vais enchaîner avec le jeu Sagrada, donc qui est un jeu de draft de dés dans lequel nous allons faire un vitrail. Chaque dé, il y a 5 couleurs de dés. Les dés sont un peu translucides, de 5 couleurs différentes. Et dans le fond, un joueur à tour de rôle va piger un certain nombre de dés, va les rouler. Et à tour de rôle, on va aller récupérer des dés et la placer sur notre vitrail. C'est un petit jeu quand même assez simple de draft de dés, assez simpliste, très, très, très efficace, mais avec beaucoup de restrictions de placement. Parce qu'en début de partie, on va choisir un modèle de vitrail qui va nous donner des restrictions sur le placement de nos dés. Ensuite, quand tu places un nouveau dé, il doit toujours être adjacent ou diagonal à un autre dé. Il peut jamais avoir 2 dés adjacents de même couleur, jamais 2 dés adjacents de même numéro. Donc, il y a plein de petites restrictions comme ça. Et ben, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les jeux, c'est qu'à chaque début de partie, à Sagrada, on va piger 3 cartes et ça va être comme ça qu'on va faire les points de victoire. Donc, il y en a quoi, une vingtaine environ de cartes de points de victoire. À chaque partie, on va en piger 3, ça va être comme ça qu'on va faire les points. Et en plus, ben, chaque joueur va avoir un objectif secret aussi pour faire des points de victoire. Donc ça me fait penser un petit peu à Isle of Skull, qui prend cette mécanique là, de points de victoire différents d'une partie à l'autre, qui rajoute de la stratégie, de la rejouabilité. C'est un petit jeu simple, on parle de 30-40 minutes environ, avec un petit aspect de draft. C'est pas le jeu avec le plus d'interaction entre les joueurs, parce que généralement tu vas regarder ce qui est bon pour toi, et tu vas prendre ce qui est bon pour toi plutôt que de vouloir nuire aux autres joueurs. Mais assez intéressant pour les jeux de stratégie un peu filler si on veut. Puis un jeu d'ailleurs magnifique qui est Sagrada de sortie cette année. Bon, ben pour rester dans les petits jeux, en fait, je vais y aller avec le jeu ARG. On a tellement parlé. Animal Revolt Against Human. Ouais, c'est un peu bizarre comme titre. Ouais, c'est un peu bizarre comme titre, mais... Surtout c'est Animal Revolt Again, mais ils prennent le G. Comme... Ouais, parce qu'ils voulaient pas faire face ARG. Ouais, c'est ça. Donc c'est ARG. C'est arrangé, là. Ouais, c'est arrangé. ils ont bien fait ça. Ben, super bon jeu, on en a parlé vraiment souvent. D'après moi, si ce jeu-là jouait à 6 joueurs, il aurait été les deux dans nos top 5. Ouais. Des jeux sortis en 2017. Très bon jeu de bluff. Mais en fait, on pourrait le comparer un peu à coup dans le sentiment que tu as quand tu joues.
Puis ça fait très bien le travail. Et je sais qu'on a, par le passé, eu peut-être des mauvais mots sur la thématique de Arg, ou en tout cas, on était comme plus ou moins convaincus. Par contre, en rejoint récemment avec des gens qui avaient eu aucun contact avec le jeu, ils ont capoté sur la thématique, et ça m'a comme fait aimer la thématique du jeu. J'étais comme, ben oui, c'est vrai, c'est cool, c'est des animaux qui essaient de faire la révolte, puis toutes les cartes... d'humains, ben c'est des humains qui maltraitent des animaux, puis qui sont pas... Je sais qu'après, on avait reparlé un peu plus, tu m'avais dit, ouais, mais toutes les filles dans le jeu, ils font du ménage. Ça, par contre, c'est un peu impardonnable. Ça, c'est vrai, par exemple. Tu sais, c'est... je sais pas ça vient d'où, ce jeu-là, mais... C'est français. Ah, c'est ça, c'est français. Bon, c'est pas si étonnant dans ce cas-là. Hein. Désolé pour notre public français. En plus, c'est ça, on dirait que à peu près 95% de notre public en ce moment est français. Les deux autres, c'est des chats? Ouais, les deux autres, c'est des chats, okay, mais bon. Donc, c'est ça. Mais ça, c'est peut-être un peu la problématique au niveau de l'égalité homme-femme et tout. Mais sinon, la thématique est quand même bien faite. Le jeu était d'ailleurs en nomination pour les dessins, les illustrations. Ouais. Donc, Arg, très, très bon jeu. En fait, ça, c'est vraiment recommandé à tous. Moi, je le compare beaucoup à Cockroach Poker. Oui, ok. C'est un jeu que tu connais un peu. Oui. Parce que tu sais, c'est un jeu où justement le Cockroach donne des cartes aux autres joueurs. Puis ils doivent décider s'ils les prennent ou non. Puis... fait que c'est un peu cette mécanique-là. Pour moi, il l'aurait remplacé s'il se jouait jusqu'à 6 joueurs. Malheureusement, c'est un 4 joueurs. On va voir, d'après moi, le Arg Party Edition là, à 8 joueurs. À 8 joueurs, ça va arriver. Je pense qu'il faut qu'il aille avec ça. Là. Je pense que oui, d'ailleurs, c'est le même auteur qu'un autre jeu qui est sorti cette année, qui est le jeu Profiler. Oui, Profiler, on dit, je crois. Probablement dans la langue originale. Donc, Profiler, en fait, on a essayé plusieurs fois de l'expliquer durant le podcast. C'est un jeu qui est un peu compliqué à expliquer, mais c'est un party game coopératif. Ouais. De devinettes. De devinettes, dans lequel, dans le fond, il va falloir trouver, on va avoir 6 personnages tirés au hasard. Ça peut être l'incroyable Hulk, ça peut être James Bond, ça peut être un facteur, ça peut être le joueur à ta gauche, donc ça peut être vraiment n'importe qui. Et il va y avoir un joueur qui va essayer, dans le fond, par le biais d'indices, de faire deviner, dans le fond, quel personnage il faut trouver aux autres joueurs. Là, je m'embarque pas dans l'explication du jeu complet, là, parce que je le sais que je vais me perdre en route, là, mais en tout cas, c'est un jeu quand même qui vaut la peine. Très bien marché durant le temps des fêtes, d'ailleurs, Profiler, j'aime bien ce petit jeu coopératif de party. Ouais, j'ai bien hâte de voir les autres jeux de l'auteur. J'ai cru comprendre que l'auteur avait quitté sa job et passé à temps plein sur la création du jeu. Cool, okay. Donc avec ces deux jeux-là qui sont quand même des excellents bons petits jeux de party, je pense qu'on va voir d'autres jeux sortir de lui. Là. Malheureusement, j'ai pas son nom sous la main. Mais on va regarder cet auteur-là de proche dans les prochaines années. Moi, je voulais parler de la version 2017 de King Domino, qui est le jeu Queen Domino. Qui est, dans le fond, la version un peu plus gamer, si on veut, du jeu de l'année. Cette année, qui était King Domino, jeu de Bruno Catala, on a beaucoup parlé, petit jeu de placement de tuiles. Nous allons créer notre royaume, placer nos terrains alentours pour faire le plus de points de victoire. Eh bien, il amène la version plus gamer, qui est le Queen Domino. Une version dans laquelle un petit peu plus long, un petit peu plus de possibilités stratégiques, un petit peu plus d'options stratégiques aussi. Donc, pour ceux qui aimaient déjà beaucoup le jeu de base, je pense que le Queen Domino va attirer peut-être un petit peu plus les gamers, parce que King Domino est vraiment le fun, mais c'est très rapide. C'est vraiment un petit jeu que tu fais en deux gros jeux. Puis Queen Domino, est-ce que j'ai eu des commentaires comme un peu mitigés là, sur ce jeu-là? On m'a dit que c'était peut-être un peu... justement pas assez gamer, alors que King Domino est juste parfait comme un filler, mais Queen Domino se retrouvait un peu, comme on dit souvent, dans la craque, là, donc il est pas si le fun pour les gamers, mais il est un peu trop complexe pour le jouer avec... C'est sûr que c'est moins familial. Fait que c'est sûr que si tu joues avec des gens moins gamers, ça va être peut-être un petit peu moins... ça va être plus simple de montrer King Domino, en effet. Mais... en tout cas, moi j'ai quand même aimé mon expérience. C'est un jeu que je jouerais entre un petit filler. C'est sûr que c'est un peu plus long, mais tu sais, quand tu sais jouer, c'est 20 minutes, 30 minutes. C'est pas même plus long, là, parce que King Domino, c'est tellement rapide quand tu sais jouer. C'est 10 minutes, top chrono. Là. Donc, c'est pas si long que ça. Puis c'est sûr que moi, ça va me parler un peu plus
comme filler, comme jeu de fin de soirée ou début de soirée ou entre deux gros jeux, je vais en général préférer jouer à Command & en général. Ok, cool. Bon, ben, je vais peut-être l'essayer un jour. Là. Ok. Bon, si on continue dans les petits jeux puis tout ça, mais je pense qu'il y a un jeu qui est un peu incontournable, qui est sorti en 2017, c'est le jeu Mot pour Mot. Donc d'ailleurs a gagné le prix... quel prix a gagné déjà? Il en a gagné plusieurs, hein, mais toi t'es le spécialiste des prix. Ouais. Le nouveau prix, la palme des jeux Ludo Québec, c'est ça, exactement. Donc il a gagné le prix Jeux conçus au Québec, en fait. Et jeu d'ambiance. Et jeu d'ambiance qu'on sait toujours pas c'est quoi, en fait. D'ailleurs, on n'a reçu aucune réponse de la part des gens à qui on a adressé la question, mais bon. On s'imagine que c'est un genre de jeu de party, là, ça fait du sens. Mot pour Mot, qui est un jeu de mots, en fait, qui est un remake du jeu Word on the Street, qui était sorti dans les années, je pense, il y a quand même un certain temps. Très belle réédition, super bon jeu d'équipe, en fait. Donc ça, c'est un jeu, justement, dans le temps des fêtes, ça fonctionne bien, bon jeu d'équipe, un jeu quand même aussi avec une certaine stratégie, même si c'est un jeu de mots. C'est un jeu dans lequel, dans le fond, on va essayer d'utiliser le mieux possible les lettres pour les amener de notre côté. Donc, comme tu dis souvent, JF, l'expression un tir à la souque. Je sais pas si les gens ils savent qu'est-ce que ça veut dire. Là. Moi, je sais pas, mais je l'utilise. Puis je trouve ça a l'air fancy. Puis tout. Là. Mais, je sais, les gens ont pas toujours l'air de comprendre. Non, pourtant, je sais pas comment le dire. Là. C'est le jeu classique où t'as deux équipes qui tirent une corde puis t'essaies d'amener l'une de ton bord. Moi, je savais même pas que ça avait un nom, ce jeu-là, mais là, je le sais maintenant. Là. Fait que, bon, vous le saurez, vous l'aurez appris à Balado Ludique, tir à la souque. C'est ça, en fait, mot pour mot, un jeu québécois en plus, fait par une compagnie québécoise, donc ça vaut... c'est un jeu, je pense, qu'il vaut la peine d'avoir dans votre collection, là, ça se joue pas mal avec tout le monde, dans plusieurs circonstances différentes. C'est un jeu en 2017 qui a vraiment fait sa marque, là, puis je pense qu'on va en parler encore pendant quelques années. Ouais, exact, puis c'était vraiment un bon choix de rééditer ce jeu-là pour le Québec, il existait juste en anglais. Donc c'était bien vu de la part du Scorpion masqué là. De Christian Lemay. Bon choix. Alors j'aimerais parler d'un autre jeu québécois parce que l'auteur est québécois et c'est le jeu qui est sorti en début d'année qui est le jeu Planétarium fait par l'auteur Stéphane Vachon qui maintenant a parti sa propre compagnie d'édition avec Julien Havy. Picto Édition que j'ai bien hâte de voir leur premier jeu sortir. Donc Planétarium qui est un jeu dans lequel nous allons devoir nourrir différentes planètes dans le but de nourrir d'éléments du système solaire dans le but de faire grossir et croître ces planètes-là, faire des points de victoire, évidemment avec des planètes complétées. Donc, superbe jeu, vraiment assez original parce qu'on voit pas beaucoup des jeux d'espace, mais où t'es pas un vaisseau spatial qui se promène. Qui se bat contre d'autres vaisseaux. C'est pas un jeu de guerre, c'est pas un jeu de combat, c'est un jeu de points de victoire à l'européen, vraiment de stratégie. Tu vas avoir des cartes en main, tu vas essayer de les jouer au bon moment, déplacer les ressources dans le but d'aller les rapprocher ou les mettre sur des planètes, évidemment donner de la roche, de l'oxygène, de l'eau aux planètes dans le but de les développer pour qui atteignent les statistiques que tu peux voir, jouer une carte et faire des points avec. Donc, quand même un jeu assez intéressant et original qu'on n'a pas beaucoup parlé ici au podcast, qu'il est sorti en début d'année, puis après ça, on dirait qu'il est passé un petit peu inaperçu, mais vraiment intéressant, auteur québécois, et sorti par la compagnie... Ça m'échappe. Shut up and sit down. Non, c'est pas ça. C'est des reviewers. Okay, on va y revenir, mais sorti par une compagnie qui ont quand même expérimenté à faire des Kickstarters. D'ailleurs, c'était un Kickstarter, le jeu, à la base, quand il est sorti. Donc ça, c'est le jeu Planétarium sorti en début 2017. Ok, ben en fait là je vois que le temps file, on essaye d'en enchaîner le plus possible. En fait il y a quand même pas mal de jeux qui sont sortis en 2017. Alors, il y en a beaucoup plus, bien entendu. On en a même pas fait la moitié de notre liste, mais il y en a aussi énormément qu'on n'a pas joué. C'est ça. Donc tu sais, on peut pas jouer à tous les jeux. Pensez pas que si on n'en parle pas, c'est pas parce que c'était pas des bons jeux. Il y a des bonnes chances que ce soit des jeux qu'on n'ait pas joué. En fait, particulièrement, tu sais, Seven Continents, qui est un gros jeu. Anachronie aussi, qui est un gros jeu. of Caledonia, qui était un des gros buzz à SN cette année. Absolument. Sinon, il y a Gaia Project, qui était, dans le fond, l'espèce de remake de Terra Mystica.
Donc il y a quand même énormément de jeux là, qu'on n'a pas encore eu la chance d'essayer et qui sont quand même très intéressants puis qui valent la peine. D'ailleurs, Pandémie Legacy saison 2, là, on en a parlé un tout petit peu tantôt. Je pense que ça, on va en entendre beaucoup parler là, dans la prochaine année. Peut-être qu'on peut en faire trois autres, puis après passer au top 5. Yes. Écoute, j'en parle d'un que j'ai pas joué, mais il y a tellement un gros buzz dessus. C'est le deuxième jeu de la compagnie Plan B, compagnie québécoise de jeux qui s'appelle Azul. Azul, un jeu magnifique, hein? Un jeu magnifique, et c'est un jeu de Michael Kessling, qui est un auteur assez réputé et reconnu pour avoir fait beaucoup de jeux avec Wolfgang Kramer, dont les fameux Tikal et la série des Masques, et ils ont gagné plusieurs Spiels de Jarres ensemble. En fait, ils en ont gagné 2 ensemble pour Tikal et pour Torres en 99 et en 2000. Donc, back-à-back, deux Spiels. Exact. Quand même Ils ont sorti énormément de jeux. Lui, ils ont travaillé beaucoup ensemble. Il a travaillé aussi, les dernières années, Michael Kessling travaille un petit peu plus seul et il sort des projets absolument magnifiques. Azul est un jeu de stratégie abstraite, je dirais, où il y a un draft de tuiles. On va créer pas de mosaïque, là, mais un plateau de céramique où on va avoir un draft, on va à tous les tours aller se chercher certaines tuiles de certaines couleurs. Mécanique un peu difficile à expliquer sans le visuel, là, mais en gros, jeu assez apprécié là, depuis qu'il est sorti, depuis qu'il est disponible. En plus, c'est vraiment un beau deuxième jeu là, pour la compagnie Plan B, qui avait sorti d'ailleurs un peu plus tôt cette année, le jeu Century. Spice Road, qui est sorti cette année d'ailleurs. Donc, deux premiers jeux pour 2017 pour cette compagnie-là. Et ils ont annoncé la suite de Century. Oui, d'ailleurs, ils n'ont pas annoncé plusieurs suites ou des... En fait, c'est une trilogie. On annonce ça en tant que de trilogie. Mais là, le deuxième opus devrait sortir 2018. C'est les golems, ça? Ou... Non, les golems, ça me semble être juste une version... une autre thématique, dans le fond. Une autre thématique du même jeu, Century Spice Road. Non, ils sortent vraiment la deuxième collection, la deuxième boîte de Century. J'ai hâte de voir parce qu'ils prétendaient que c'était une trilogie dans laquelle tu peux assembler les jeux ensemble ou tu peux les jouer individuellement. Donc, j'ai hâte de voir si c'est le même jeu avec d'autres visuels. Ou c'est vraiment quelque chose qui rajoute au jeu. C'est ça. J'ai hâte de voir est-ce que ça a vraiment la prétention qu'ils ont donné comme prétention ou c'est juste des jeux un peu pareils, des petites suites, mais qui... Non, mais Plan B, c'est clairement une compagnie à suivre au Québec. Là. Ils peuvent sortir quand même. C'est des gens d'expérience qui peuvent amener des jeux assez intéressants sur le marché. Exact. Bon, le temps file. On va y aller avec... pas beaucoup de temps pour parler de beaucoup de jeux. On va y aller avec Startup. En fait, Startups. Donc, Hunk Game, on en a parlé souvent ici. On est des fans de Hunk Game. J'aimerais tout avoir les petites boîtes, les collectionner. C'est des jeux magnifiques. C'est la même compagnie qui ont fait Deep Sea Adventure, qui ont fait Insiders, qui ont fait A Fake Artist Goes to New York et plusieurs autres en fait. Compagnie japonaise, donc c'est assez intéressant aussi de voir là, les jeux qui se font au Japon dans les dernières années. Il y en a plusieurs. Beaucoup de petits jeux minimalistes qui font très bien les choses. Startup, en fait, c'est un jeu de majorité, si on veut, où on va acheter des actions dans des compagnies. Jeu très simple, ça dure une quinzaine de minutes, ça joue de 3 à 7 joueurs. Et d'ailleurs, Vincent a commenté sur un épisode, on se demandait dans l'épisode 17 des jeux de party de majorité, ou du moins des jeux un peu plus légers de majorité. Je pense que celui-là rentre très bien là, dans la catégorie jeu de majorité plus simple, plus court, que tu peux jouer de 3 à 7 joueurs. Super jeu, je veux pas trop en parler, en fait je vais vous laisser comme le découvrir, là, les Hunk Games c'est des jeux un peu cool à découvrir, donc je vais pas aller dans les détails du jeu, mais jeu de majorité où on va acheter des actions dans les compagnies, puis bien entendu on va essayer d'être majoritaire dans les actions. La seule peut-être twist vraiment intéressante du jeu, c'est que quand t'es pas majoritaire, c'est toi qui vas payer l'actionnaire majoritaire. Donc, à partir du moment où tu commences à te lancer dans une série d'actions, tu veux être majoritaire parce que si tu es le deuxième, en fait, c'est toi qui vas payer le plus. Tu vas payer en fonction du nombre d'actions que tu as. Tu fais pas de points en deuxième position. En fait, en deuxième position, c'est toi qui perds le plus de points. Là. Donc, des fois, tu veux essayer comme de pas avoir les actions d'une telle compagnie parce que tu sais que tu vas être pris avec, tu pourras pas être majoritaire, puis ça va te coûter cher à la fin de la partie. Donc, super jeu, très simple, très cool.
Bon, un peu comme toutes les Hunger Games, peut-être quelques petites problématiques avec les règles. J'ai passé un peu de temps sur Board Game Geek à essayer dans les forums de comprendre certaines petites choses, mais au final, c'est un jeu assez simple qui se joue très bien, là. Startups. Et peut-être pour dernier, tu sais, je peux pas parler des jeux sortis en 2017 sans parler que 2017 est un peu l'année des escape rooms en jeu de société. C'est quoi super là? Arrête ça! Arrête ça! Unlock, Escape, Exit, 3 jeux phénoménal d'escape room pour les amateurs de jeux de logique, de puzzle game. Vraiment des excellents jeux. Évidemment, c'est des escape rooms, c'est des jeux des jeux d'évasion en jeu de société. Donc évidemment, une fois que tu l'as fait, tu ne peux plus y rejouer. C'est, on dirait, une tendance qui commençait beaucoup avec peut-être les Legacy. Ouais, ça amène vraiment cet aspect-là. Et qui a vraiment ouvert la porte au jeu un peu. Tu joues une fois puis tu joues plus. Les jeux de scénario pur et dur, là, Exact. les jeux d'énigmes, ça rentre très bien dans cette catégorie-là. Là. Exactement. Et je pense que ben, justement, les escape rooms le font très bien. Donc, au moins 3 compagnies qui le font jusqu'à maintenant. Les nouveaux unlocks sont déjà arrivés. Il y a une nouvelle boîte, 3 nouveaux scénarios. Je sais qu'il y en a 3 autres qui sont déjà disponibles en France, pas encore au Québec. Les Dexcape, j'ai pas de nouvelles jusqu'à maintenant. Il y en a 2 jusqu'à maintenant de sortie. Et les Exit, 3 de sortie, 2 nouveaux aussi qui viennent d'apparaître sur le marché. Donc, vraiment l'année un peu des escape rooms. Tu sais, c'était le gagnant. Unlock était le gagnant à Cannes en début d'année. Et Exit était le gagnant du Spiel cette année 2017. Donc, je pouvais pas glisser un petit mot sur ça. Et d'ailleurs, on va avoir l'occasion d'en essayer tantôt peut-être. Ben oui, en fait, peut-être que aujourd'hui même, plus tard, je vais être convaincu par les escape rooms en jeu de société. Tu sais, je veux quand même pas que les gens y pensent là, que je suis le hater numéro 1. En plus, t'en fais tout le temps vrai, tu sais. Mais non, mais c'est ça, c'est que pour moi, c'est un truc qui se doit d'être, tu sais, tactile, de vivre l'expérience, d'être, que ce soit vraiment immersif. Et j'ai beaucoup de difficultés à vivre cette immersion-là avec un petit paquet de cartes, avec des dessins dessus. Bon, Exit, je sais peut-être qu'il y a un aspect plus manipulation de matériel et tout ça qui m'intéresse beaucoup. C'est pour ça que j'ai hâte de l'essayer. Mais bon, pour moi, pour l'instant, les escape rooms en jeu de société ne sont pas au même niveau là, que aller le faire en personne. C'est pas la même chose. Là. C'est pas la même sensation. Là. Ouais, on va te demander ton opinion en 2018. En 2018, peut-être ça va saison changer. 2, première question, ça va être pis les T'es-tu un fan d'escape room en jeu de société? Tu regrettes tes derniers top 5 pis tout, hein, j'imagine. En fait, on va tous les repasser puis je vais rajouter un escape room dans chaque. Là. Donc, ben, en fait, on a laissé de côté plein de jeux hein, qui sont super intéressants. Il y en a plein qu'on a parlé dans plein d'autres épisodes qui sont sortis cette année. Juste pour en mentionner quelques-uns là, en rafale. Codename Duet, Viral, Stop the Thief, Mountain of Madness, Paku Paku, Braintopia, Destination X. Bon, puis Docteur Pilule, hein, mais ça, en tout cas, il n'est pas dans la même catégorie. Mais bon, c'est un jeu sorti en 2017 hein, qui n'a pas eu beaucoup d'amour, donc j'aime bien ces genres de jeux-là qui sont un peu laissés de côté, là. Bon, ben, on est rendu au dernier segment de l'épisode, le top 5 des jeux sortis en 2017. Donc, il y a eu énormément de jeux sortis en 2017, énormément de bons jeux sortis en 2017. Je pense qu'on est autour de 4200 jeux sortis en 2017 à travers toutes les conventions et toutes les compagnies et les Kickstarter. Donc, c'est énorme. Hein? Je pense que ça va continuer à monter à chaque année. C'est un hobby là, qui se transforme rapidement. Il y a de plus en plus de joueurs, de plus en plus de jeux qui sortent, de nouvelles compagnies d'édition, de nouveaux... Il y a plein de choses qui se passent, donc c'est très excitant d'être là puis de commencer ce podcast-là dans un moment d'effervescence. Ouais, mais surtout qu'au Québec, c'est vraiment l'effervescence. On peut sentir qu'aux États-Unis, en France, dans d'autres pays, c'est déjà établi depuis plusieurs années. Au Québec, c'est en train d'exploser tranquillement, la population est en train de se rendre compte que c'est excellent les jeux de société, puis que ça rapproche et que ben, c'est peut-être une bonne alternative aux jeux vidéo, donc où on joue
Ah, souvent un peu absolument, tout seul. absolument. Tu sais, on en avait déjà parlé d'ailleurs, je crois, dans l'épisode 1. Tu sais, moi, je passe mes journées sur un ordinateur quand je travaille. Ben, la dernière chose que j'ai envie de faire le soir, c'est de passer mes soirées sur un ordinateur. Donc, les jeux de société, vraiment une belle façon de se retrouver en groupe autour d'une table et d'avoir du bon temps. Donc, sans plus attendre, numéro 5. Eh bien, mon numéro 5 est sans grande surprise le jeu Exit. Pour avoir fait les 3 premiers scénarios Exit, et selon moi, le meilleur jeu, des jeux d'évasion qui est sorti en 2017. Le jeu est beaucoup plus tactile de manipulation. Là, je vais pas trop le hyper pour toi, puis là, tu vas être déçu après. Là, c'est sûr que tu vas J'ai être déçu hâte après. de jouer! Ah, c'est gâché déjà. Mais en gros, Exit, écoute, on va pas en parler beaucoup, là, tu sais, c'est un jeu aussi. Je peux pas trop en parler, je peux pas spoiler le jeu, là, tu sais. Il y a des indices, il y a des énigmes que je peux pas mentionner, mais il y a des idées, des concepts super intéressants de Exit. Et oui, Exit, c'est un jeu destructible. Une fois que tu l'as fini, ben, il est détruit. Tu peux même pas le prêter à un ami. Mais pour quoi, il vaut maintenant 16, 18$. Ouais, il est quand même assez abordable. Hein. Pour un C'est scénario, pas, tu sépares le prix à 3 ou 4, à la limite, ça peut vraiment être abordable. Moi, je le recommande fortement. C'est mon numéro 5, le jeu Exit. Ok, mon numéro 5, c'est le jeu Altiplano. Rainer Stockhausen, qui est le même créateur qui a fait notamment Orléans. Oui, mais on peut sentir qu'Altiplano Ben, est très, très basé sur Orléans. En fait, Altiplano, je dirais que c'est un peu, si on veut, le grand frère d'Orléans. Dans le sens que c'est la même mécanique de chip building bag, chip building bag. En tout cas, tu mets des petits jetons dans un sac puis t'en piges à chaque tour. Donc c'est un deck building mais avec des jetons que tu mets dans un sac. On avait justement une discussion avant l'épisode à se demander est-ce que Altiplano était meilleur qu'Orléans. Je serais pas prêt à dire qu'il était meilleur, mais pour moi Altiplano c'est un jeu qui a plus de chair, qui est un peu plus long, que tu prend un peu plus de temps pour développer tes stratégies et tout ça. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment attiré sur Altiplano. La thématique assez fuckée en plus, là, c'est un truc dans les ondes, dans les ondes, ouais, ça, tes ressources, ça va être du blé d'Inde, du poisson, donc très du cacao, très mayen comme esprit. Ouais. Là, super beau jeu, super le fun. C'est sûr que c'est un peu long. Un peu massif au niveau des règles, mais pour les gamers là, qui sont fans de Euro, je pense que c'est un incontournable cette année. Là, Altiplano, belle rejouabilité, belle profondeur. On a joué à 5 joueurs, qui est le maximum. Et c'est peut-être un peu beaucoup. Là. Ça t'amène à une partie de facilement 3 heures, 3 heures et quart, mais ça valait la peine. Puis super beau jeu en plus, dans le matériel. Ouais. Tout ça, contrairement à Orléans, où Orléans, c'est tu pigeais tes jetons, tu les mettais sur ton plateau, ça dictait les actions que tu allais faire. Là, tu vas faire la même chose. La différence, c'est que pour faire, en plus d'avoir les jetons, il faudra que tu te déplaces sur le plateau spécifique Absolument. De l'action que tu veux faire. Fait que en plus, une prévision de déplacement qu'il faut que tu penses, parce que si tu veux te déplacer plus, ben là, ça va te coûter certaines ressources, tout ça. Ouais, pis t'as des moyens d'évoluer tes moyens de transport. Pis tu sais, fait que t'as comme un peu plus de le côté de tu bâtis ton engin et t'as plus le temps de le voir prendre forme par rapport à Orléans, qui est très bon là aussi d'ailleurs, mais qui est peut-être un peu plus rapide comme jeu. Là. Numéro 4. Mon numéro 4 est la réédition d'un vieux jeu qui s'appelle Downforce. Donc, Downforce qui est un petit jeu de course de cartes dans lequel nous allons avoir une main de cartes en début de partie durant toute la partie. C'est juste ces cartes-là qu'on va avoir, on va pas en piger d'autres. Et sur chacune des cartes, ça va dire quelle voiture va se déplacer généralement. Pas juste la tienne va se déplacer, il va y avoir plusieurs voitures, 3, 4, 5, même les 6 voitures peuvent se déplacer d'un certain nombre de cases quand tu vas jouer ta carte. Et évidemment, il va y avoir des façons là, de faire perdre des mouvements à certaines voitures. Et c'est un jeu de pari. Donc c'est une réédition de vieux jeu. On avait fait un gros segment là-dessus. Épisode 13, jeu de course. On a fait l'historique de Downforce. Ça vient d'un jeu des années 90, d'une réédition américaine, d'une réédition française, d'un jeu allemand. Donc ça a vraiment passé dans toutes les mains et toutes les compagnies. Puis
je pense que c'est un jeu qui est encore actuel. Ouais, ben Downforce, dans le fond, c'était la compagnie Restoration Game qui prennent des vieux jeux, qui les remettent un petit peu au goût du jour. Donc, quelques petites modifications au niveau des règles, le rend très, très, très fluide, très rapide. Même à 6 joueurs, c'est pas en haut de 40 minutes, 45 minutes, même gros max, même plus quasiment une demi-heure. Quand on est moindrement habitué. Donc, petit jeu de course où il y a des hauts, des bas, beaucoup d'excitation quand même dans le jeu. C'est un jeu de pari. Donc, oui, tu vas avoir des voitures qui t'appartiennent, mais tu pourrais parier toute la game pour une autre voiture et ça va te rapporter de l'argent. Ouais. Tu pourrais gagner malgré que ta voiture ne finit pas nécessairement premier. Donc, c'est pas juste de finir premier, c'est aussi de bien parier sur les jeux, sur les voitures qui s'en viennent, qui vont gagner. Donc, super intéressant, super belle production. D'ailleurs, une application pour compter les points s'en vient avec l'application Restoration Game qui va voir le jour à bientôt. Donc, c'est mon numéro 4, Down Force. Ok, mon numéro 4, il s'agit du jeu Empires. Empires, et je crois que c'est les frères Stephenson, et c'est leur premier jeu, hein, c'est les deux qui sont crédités comme designers sur le jeu, David et Daniel Stevenson. Premier jeu à leur actif, 2017. Empires, un jeu assez difficile à expliquer, là, je vous dirais. Masters of Commerce rencontre Chinatown ou quelque chose comme ça. Jeu de 2 à 10 joueurs qui va durer à peu près 1 heure. Je dirais que c'est un jeu là, qui commence, c'est un jeu d'échange et de négociation, donc c'est pas nécessairement le genre de jeu que tu veux jouer à 2. C'est plus, ça va commencer à être intéressant autour de 4-5. Gros jeu de négociation dans lequel absolument tout est échangeable. D'ailleurs, je l'avais peut-être mentionné là, quand on en avait parlé au départ, mais j'avais échangé mes dettes à un autre joueur. Alors moi, j'avais des dettes et je lui ai vendu mes dettes. Donc c'était vraiment, là, c'est un jeu où tout est permis, tous les échanges sont au rendez-vous. Même les pouvoirs de ta faction. Même les pouvoirs de ta faction. Que tu peux échanger. Tout est échangeable. Les points de victoire sont échangeables. Absolument tout est échangeable. Bon, Empire, je sais pas trop si c'est le meilleur nom pour le jeu, malheureusement. Je pense que le branding de ce jeu-là, il est un peu gâché. Sur la boîte, on retrouve une couronne, c'est écrit Empire, ça a l'air d'un jeu médiéval, mais dans le fond, c'est un jeu, la thématique, c'est que tu as des usines qui vont fabriquer de la nourriture pour nourrir tes ouvriers, qui vont construire des usines. Mais c'est quand même, c'est pas dans le monde médiéval, il y a quand même des combats à chaque tour. Il y a des guerres, il y a des guerres à chaque tour, mais les guerres se font, bien entendu, là, avec de la négociation et tout ça, donc c'est super jeu d'échange. J'ai été très étonné de ce jeu-là et tout le monde avec qui j'ai joué ont adoré le concept. Pour les gens qui aiment les jeux d'échange puis qui aiment faire des deals qui n'ont pas d'allure, Empires, c'est vraiment à voir. Tu me l'as vendu comme un jeu de party, j'ai commencé à lire les règles, c'est genre 15 pages de règles, il y a du matériel comme ça se peut pas, c'est pas un jeu de party. Il y a des jetons partout sur la table, mais l'affaire c'est que le jeu semble un peu compliqué, mais en réalité c'est un jeu qui s'explique en moins de 10 minutes. Puis après, bon, tu suis le flow du jeu, tout est clair, t'as ton aide de jeu. C'est un jeu d'échange, hein, t'as pas vraiment besoin de connaître les règles du jeu pis tout ça. C'est plus un jeu où tu veux juste faire des échanges avec les gens. C'est comme Acquire, ça. T'as pas besoin de suivre les vraies règles du jeu, ça. T'as juste besoin de trader tout. Non, mais tu sais, les règles du jeu, c'est jamais nécessairement là. Dans un jeu comme ça. Arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Ok, donc c'était mon numéro 4, Empires. Numéro 3. Mon numéro 3 est un jeu super zen où une forêt va pousser. C'est le jeu Photosynthesis. Oh wow, quel beau jeu. Jeu quand même quasiment un jeu de stratégie abstrait, assez brainy, dans lequel le soleil à toutes les tours va se déplacer. On va essayer de calculer nos points de soleil, essayer de placer nos arbres le plus ensoleillés possible dans le but de faire des points de soleil qui vont nous donner le plus d'action possible. Donc d'agir, planter plus de graines qui vont nous faire évoluer nos arbres. Et un jour, la nature va agir et les gros arbres vont tomber naturellement et il va nous générer des points de victoire. Non, c'est pas vrai. La dernière fois que tu m'as parlé de ça, tu m'as dit que c'était un jeu de coupe forestière. J'ai pas dit ça. Ton but, c'est de couper pousser des arbres pour les couper. C'est la nature, là. C'est un jeu de nature. Là. Des gros arbres, ça meurt puis ça tombe naturellement. Puis là, tu fais des points comme ça. C'est un jeu super zen. Ok, c'est vrai, là, tu me mens pas, là. On coupe pas d'arbres dans le jeu, là. Ok, y a pas de coupe d'arbres. Non, ça arrive naturellement, trop de soleil, l'arbre est vieux, il tombe. Ok.
Alors, Photosynthesis, c'est un jeu assez thématique pour une thématique assez particulière d'un jeu de forêt, mais vraiment dur en partie. Tu vois la forêt grossir et Le jeu il est beau, hein? Les arbres sont ouais. comme en 3D, en C'est en 3D, carton, c'est exactement. super beau. Là. Puis très intuitif. Moi, j'aime beaucoup. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'ergonomie du jeu. Peu importe une question sur quelque chose, tu ne te rappelles pas d'une statistique, il est marqué à quelque part sur le plateau. Toute l'information est présente. Ça, c'est très appréciable dans ce genre de jeu. Ça fait en sorte qu'il est numéro 3 pour moi, donc Photosynthesis. Ok, mon numéro 3, il s'agit d'un jeu en fait que je serais prêt à dire que c'est le jeu qui est le plus sous-estimé cette année. Donc, Je n'ai pas entendu beaucoup parler. c'est mon numéro 3, mais c'est, je pense, un des jeux qu'on a le moins entendu parler. C'est le jeu ReWorld. ReWorld fait par, et on a parlé un peu plus tôt, Michael Kessling et Wolfgang Kramer. Le Donc, duo sont- explosif. c'est ça, qui sont des géants du monde du jeu. C'est sûr que, bon, maintenant, peut-être qu'ils sont rendus un peu plus vieux, sortent peut-être un peu moins de jeux, mais ces deux-là, ensemble, cumulent 7 Spiel de Jarès, donc c'est pas rien. C'est des auteurs d'expérience qui ont façonné là, le genre européen des jeux de société. Absolument. Et là, ils s'associent cette année pour sortir le jeu ReWorld. Et je trouvais ça intéressant de voir que ce jeu-là, pour de vrai, ne s'inscrit dans aucun courant des jeux actuels qu'on va voir. Donc, c'est pas les mécaniques qu'on trouve dans ce jeu-là, c'est pas des mécaniques qu'on trouve dans d'autres jeux, c'est vraiment un jeu qui est unique. Et c'est un jeu en fait de conquête spatiale où on va aller en fait coloniser une nouvelle planète. En fait, on quitte la Terre. si On je me quitte trompe la pas. Terre pour aller coloniser une nouvelle planète et la mécanique principale du jeu, ça va être une espèce de draft où on va aller chercher les pièces qu'on va amener sur la nouvelle planète, mais on va les mettre dans une file d'attente si on veut, et quand on va débarquer sur la planète, il va falloir placer ces pièces-là dans l'ordre qu'on les a draftées. On les a placés dans le vaisseau. Hein, On les a placés dans le vaisseau, donc il y a vraiment un concept de fil inversé. Donc on les place dans un certain ordre et on va les replacer dans l'ordre inverse. Donc il y a vraiment une mécanique intéressante à savoir, ben là ça va rapporter beaucoup de points, mais si je la place au début, ça va pas m'en rapporter beaucoup. Donc il y a vraiment comme une espèce de jeu sur, ok, est-ce que je vais arriver à le placer au bon moment, est-ce que je vais arriver à bien le faire, est-ce que... Et... c'est ça, c'est un peu difficile à expliquer justement parce que ce jeu-là n'a pas de comparatif selon moi en ce moment sur le marché. Deux géants du jeu qui sortent ce jeu-là qui n'est pas beaucoup parlé. Faut dire que le jeu, il y a peut-être un visuel comme peu attrayant. Il a l'air un peu vieux, il a l'air un peu old school. T'es comme, c'est-tu vraiment sorti cette année ou c'est sorti il y a 20 ans? Mais vraiment un jeu, si vous avez la chance de jouer ou de mettre la main dessus, je vous dirais sauter sur l'occasion. ReWorld, d'après moi, c'est un jeu qu'on verra pas longtemps, mais qui vaut vraiment la peine de jouer. C'est un genre de deux phases. C'est un C'est jeu comme qui vraiment la phase où tu mets les trucs dans le vaisseau, puis une fois que c'est terminé, ben là, tu atterris sur la planète. Absolument en deux phases. Ouais, en fait, cool. la première étape du jeu, c'est vraiment d'aller chercher les pièces qu'on va mettre dans nos vaisseaux. Puis la deuxième partie, on s'occupe même plus du plateau duquel on a drafté les tuiles. En fait, ça devient vraiment un autre jeu et on va placer les tuiles. Nice. Donc super cool. Les jeux en deux phases, c'est toujours le fun Ouais. aussi. Là, ça l'amène quand même une certaine... C'est assez rare. C'est ça, c'est rare, mais c'est le fun. T'es comme, ok, là, la phase 1 est finie, j'ai préparé mon truc et là, je vais l'assembler. C'est pas des là. phases qui reviennent. Là. Ah non, Tu reviens pas à la phase phase 1, 1. phase 2, Une c'est fois que la phase fini. 1 est terminée, on passe à la phase 2. Ça me fait penser au petit jeu For Sale. Que, Ouais, t'as deux deux phases, là, phases, complètement assez différentes. Puis c'est un jeu où chaque mécanique est vraiment originale. En plus, tu sais, bon, il y a un système pour le drafting, ça va se jouer par une espèce de jeu de cartes. Mais un jeu de cartes vraiment unique, tactique, où tu vas placer tes cartes sur le plateau pour aller repêcher tes tuiles. Donc c'est vraiment spécial en fait comment c'est fait. Comme j'ai dit, là, il y a peu de comparatifs, mais vraiment ça m'a étonné là, de voir la qualité de ça. Puis tu vois que c'est des designers d'expérience qui sont pas ok, ben là ça c'est les tendances, on va faire un jeu qui fit dans la tendance. Non, on va faire un jeu qu'on a eu une idée. Peut-être que c'est un jeu qui ont eu l'idée il y a quand même un certain temps aussi, là, c'est possible. Donc c'était mon numéro 3, ReWorld. Numéro 2. Alors, mon numéro 2, et c'est le même que Simon, un Eh gros oui. buzz de l'année 2017, et c'est le jeu Magic Magic Maze. Maze.
Alors, Magic Ouais. Maze... On en a parlé Quoi souvent, dire, quoi en fait. dire, hein? On a parlé dans chaque épisode, je pense, Magic Maze. Jeu coopératif, en temps réel, avec des scénarios. Tout est là, en fait, pour en faire un bon jeu coopératif, là, stressant, Exact. contre le Pas temps. mal presque un jeu de party. Presque un jeu de party. Moi, j'avoue, par contre, qu'est-ce qui me gosse de ce jeu-là, on va aller tout de suite dans le cœur de l'action, c'est que à 8 joueurs, à 5 joueurs, à 6 joueurs, à 7 joueurs, tu veux pas jouer à ça. Oui, ok, mets ça sur la boîte pour en vendre plus, je comprends, mais tu sais, viens pas duper les gens en disant que c'est un jeu de party, puis tu vas jouer à ça à 8, là, tu peux à peine terminer les 2 premiers scénarios, là, c'est ben trop difficile, là, les gens... C'est un jeu, en fait, faut dire, hein, c'est un jeu dans lequel les gens ont pas le droit de se parler. Donc, plus t'es de joueurs, plus la communication est compliquée, plus c'est difficile de savoir. Que où tu deux t'en joueurs vas. ont les mêmes actions aussi. Ça, c'est un peu plate. C'est ça qui est là, plate, c'est t'sais. que c'est la redondance des actions. C'est que deux joueurs ont le même mouvement vers le haut, ben, c'est toujours le même joueur qui le fait le mouvement vers le haut, l'autre il fera rien de la partie. C'est ça, à 8 joueurs, t'es mieux juste d'en laisser 4 de côté puis de jouer à autre chose. Là. Je pense que tu vas avoir plus de plaisir. Mais ça reste que c'est vraiment un excellent jeu. L'extension vient juste de sortir. C'est un jeu de scénario, c'est un jeu difficile. Et moi, je trouve en fait que c'est un jeu de team building. On joue à ça sur l'heure du midi à Job. C'est un jeu dans lequel tu développes vraiment des stratégies d'équipe, tu t'améliores en tant que joueur. Donc, c'est pas le Legacy, mais c'est un jeu de campagne et tu veux potentiellement jouer la campagne avec le même groupe parce que les niveaux de difficulté augmentent beaucoup. Puis, Mais- t'as besoin de cette chimie-là pour réussir. Ouais, puis là. t'as besoin des connaissances des scénarios précédents, parce que dès que je rejoue avec des nouvelles Tu personnes, recommences du début. je là. commence au début, parce Ouais, que puis c'est c'est de correct, l'apprentissage, des trucs de base que tu fais, ah oui, ben là, il faut tout le temps faire ça maintenant, ok, il faut tout le temps faire ça. Fait que c'est des apprentissages de base que tu as besoin de revenir au début avec chacun des groupes. Fait que c'est vraiment avec le même groupe que tu vas pouvoir aller jusqu'au 17, parce que oui, il y a 17 scénarios. Ouais, c'est ça, c'est quand même dans le jeu beaucoup. de Puis base. ils sont assez exponentiels en difficulté Ouais. aussi. Là, mais, De plus super en plus de bien tuiles, fait. hein, fait que ça rajoute vraiment beaucoup de difficultés. Là. Non, très. Ben, c'est notre top 2, hein, fait que, à nous deux. Donc, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire là-dessus. Très bon jeu. D'ailleurs, je sais qu'il est coup de cœur de plein de gens qui donnent des prix. Et tout Jeu ça. jeu de l'année Randolph d'ailleurs cette année. Oui, exactement. C'est ce que j'ai vu là, la semaine dernière. Et plein de gens sont venus me voir, m'ont dit où je peux le trouver. Il est rendu difficile à trouver un peu partout parce que il se vend très bien et très vite. Oui, ben oui, non, mais l'extension, le public interagit avec nous, c'est magnifique. Là, l'extension, est-ce que t'as joué à l'extension? Je un n'ai peu? pas encore essayé l'extension, je l'ai chez nous. Tu l'as joué? Ah, puis c'est bon, c'est... Ouais, ah, ben ça c'est cool. Puis ça rajoute quand même beaucoup d'affaires, puis pas juste... Est-ce que ça rajoute des nouveaux personnages? Ah, bon, des Wow, nouveaux magnifique. personnages avec des nouveaux pouvoirs, des nouvelles tuiles, des nouveaux scénarios. Donc, ben, c'est ça, le public est conquis hein, par l'extension de Magic Je l'ai Maze. vu en boutique, le jeu et l'extension d'ailleurs, il vient juste d'arriver. Là. Ouais, ça, puis la boîte est aussi belle, les dessins sont cool, donc ben ça, je pense que c'est un jeu qui pourrait sortir encore plusieurs extensions, puis ça pourrait continuer de marcher assez bien. Magic Maze. Numéro 1. Alors nous avons un autre consensus pour le numéro 1. Le numéro 1 de 2007 est le jeu Terraforming Mars. Et en plus, c'est quand même fou, hein, parce que c'est un jeu sorti en 2016. On le met les deux en Oh, position shit, ça. dans notre C'est correct, numéro au moins un. tu ne pourras pas me reprocher de l'avoir fait. Je pourrais pas faire la Non, même non, on chose, l'a fait les que- deux, on a c'est eu ça, un exact. consensus là-dessus. Faut dire que justement Terraforming sorti en 2016, mais est sorti En français. en français au Québec en 2017. Et comme il était, tu sais, c'est un jeu qui a fait un buzz quand il est sorti, mais il en a fait encore un encore plus gros quand il est sorti au Québec. Donc ça valait vraiment la peine de le mettre en numéro 1. Terraforming, que dire de plus sur ce jeu-là? Gros jeu de cartes, de combos, de draft, de territoire, de gestion de ressources, d'engins, de construction d'engins économiques. Il y a vraiment tout dans ce jeu-là. En fait, c'est ce que Scythe aurait dû être. Seule critique sur Terraforming Mars, c'est que c'est un jeu qui est un peu low budget. Hein? Donc, tu sais, les petits plateaux de jeu sur lesquels tu vas mettre tes compteurs, accroche-les pas parce que tu vas perdre combien tu générais de température par tour. Donc c'est peut-être Ouais. un peu ça la problématique. Le jeu, il est comme un... Tu sais, on sent que c'est un jeu un peu indépendant. C'est aussi le premier jeu des auteurs, de l'auteur en fait, là, qui est Jacob Frixellus. Son premier jeu, donc c'est quand même assez impressionnant là, d'avoir un premier jeu qui est aussi aux côtés.
Super jeu en fait, Terraforming, je pense qu'on en a parlé déjà assez souvent, pas grand chose de plus à dire là-dessus. Ben, il y a une extension qui est sortie, Venus is Next. J'ai pas joué, j'ai pas entendu personne qui a joué d'ailleurs, mais je sais que la boîte est aussi grosse que la boîte originale. Ah ouais? Ouais, en Ah fait ouais? c'est le même format de boîte, donc je sais pas si c'est vraiment une méga extension, si ça rajoute beaucoup de cartes. C'est déjà un jeu qui avait énormément de cartes, plusieurs façons de jouer avec les cartes aussi, hein. Tu peux jouer les parties longues, les parties Ouais. courtes. D'ailleurs, j'ai joué une partie récemment et on jouait avec des nouveaux joueurs et eux, ils ont joué avec les règles de nouveaux joueurs Ok. et nous, on a joué avec les règles de joueurs avancés. Ok. Avec les industries différentes, là, c'est ça? Ouais, Tu et eux commences commencent avec... avec 10 cartes qu'ils n'ont pas besoin d'acheter. Ok. Nous, on commence avec 10 cartes qu'il faut acheter. Ah, ok. Et ça a très bien marché. En fait, c'est ce qu'ils recommandent de faire dans les règles Ouais. d'ailleurs. Là, puis, Vous avez joué avec le draft, j'imagine. avec aussi, le draft, ouais, on ouais. a joué avec toutes les règles, mais eux commençaient avec 10 cartes, donc ça leur a donné une belle avance. Et ce qui était intéressant, c'est que ça l'a fait que la partie a été serrée tout le long, Ouais. jusqu'à la Ouais, fin. avec Donc des eux, nouveaux l'avantage du joueurs. début Nice. leur a permis de conserver. Et ce qui me fait vraiment capoter de Terraforming Mars, c'est que c'est un jeu dans lequel tu fais tellement de points, mais ça finit toujours très serré en fait. C'est pas rare qu'on a des égalités pour la première place, qu'on finit à 1 ou 2 points d'écart, tout le monde. Ça me fascine là, d'un jeu dans lequel Ouais. il y a tellement de cartes différentes. T'es comme ce jeu-là, il est pas balancé, c'est sûr, mais au final, tout revient, puis tout est serré. Chaque décision que tu prends là, est importante. Terraforming Mars, Ouais. D'ailleurs, super jeu. dans les règles de base, ils disent que. Mais ils proposent pas la variante de draft. De draft, ouais, Et mais c'est quand même quelque chose de super important. Je peux comprendre pour ma partie, tu la laisses de côté peut-être pour rendre la partie plus rapide, parce qu'avec un draft, on rajoute plus long. beaucoup de temps là, à une partie, c'est normal. Mais, tu sais, jouer avec un draft, jouer sans draft, c'est quand même une grosse différence. Moi, je vous recommande fortement. Ben, je pense que de vous jouer êtes avec le draft. moindrement gamer, commencer avec le draft parce que c'est là justement que le hasard vient peut-être un peu, tu sais, tu viens atténuer l'effet du Atténuer hasard là, quand l'effet tu du fais un hasard draft. parce que c'est des piges de cartes, puis t'en piges un certain nombre, puis t'es coincé avec sinon. Puis c'est un Ouais. peu plate parce qu'il y a certaines cartes que tu veux absolument mettre la main dessus, puis t'as moins de chances de les avoir S'il y dans a la pas de version draft. de base. Là, fait que la variante draft, c'est absolument primordial pour moi dans ce jeu-là. Puis en effet, une première partie va être un peu plus longue, mais ça vaut quand même la peine, je pense. Ah, absolument. Donc, Terraforming Mars, note numéro 1 avec un consensus. Donc, hein, c'est un jeu à ne pas négliger. Ça fait le tour de notre revue 2017. Oh là là! Ben, il y en a beaucoup, Déjà? hein, puis il y en a, ça a passé vite. Il y en a plein qu'on n'a même pas parlé en plus. Il va falloir qu'on fasse un épisode spécial éventuellement là, sur tous les jeux qu'on n'a pas parlé. Non, sûrement que ça va pas arriver, mais bon. 2017, grosse année de jeu, on l'a dit tantôt, il y a eu énormément de jeux qui sont sortis. T'es-tu satisfait de façon générale de l'année 2017 ou Je suis quand même satisfait de manière générale. Je pense qu'il y a peut-être un petit ralentissement au niveau des nouveautés, nouvelles mécaniques, originalité des jeux. Je pense que les dernières années ont vu ont été des grosses années. Puis là, tu sens que cette année, ben, c'est une grosse année de jeu, mais pas nécessairement rien de très révolutionnaire. Ben, je suis content que À tu part, considères pas les escape games, les escape rooms là-dedans. Ça me raffirme dans ma position par rapport à ça. Je suis content. Non, mais bon, les Escape étant une exception, les Legacy aussi, évidemment. Mais tu sais, je trouve qu'il y a peut-être un petit peu moins de nouveautés qu'on peut voir, comme on a pu voir les dernières années, qui étaient souvent des grosses années, là, les dernières années. Mais reste que, comme tu as dit, quoi, 4500 nouveaux jeux cette année. C'est une industrie continuellement en croissance. On peut voir de plus en plus de jeux, justement, du Japon qui Qui nous parviennent. émerge, absolument, oui. Donc, je pense qu'on peut voir aussi d'autres pays qui vont emboîter le pas et ben, nous donner un peu leur produit qui va varier, qui va donner une originalité aussi au médium et qui va continuer à le faire grossir. Donc, ce n'est pas la fin. Peut-être pas la meilleure année, mais quand même une très bonne année au niveau des jeux de société, malgré tout. Avec nos top 5 restent des jeux assez intéressants. Ah, puis tu sais, on regarde notre liste de même tous les jeux qu'on n'a pas eu le temps de parler. Il y a eu énormément de bons jeux qui sont sortis. Tu parlais un peu justement de, tu sais, qu'il n'y a pas eu de gros mouvements cette année. Je suis d'accord avec toi comparativement à d'autres années, mais ce que j'ai
aimé cette année particulièrement, c'est qu'il n'y avait pas de tendance lourde. Ouais. Donc il n'y avait pas, ok, cette année, là, c'est l'année des jeux de cartes ou, à la C'était quand même Kickstarter. l'année des escape rooms. Là, Mettons qu'on oublie les exceptions, là, pis les trucs à part, là, tu sais. Donc ça, je trouvais intéressant parce que ça l'amène plein de mécaniques qui ont été développées dans les dernières années, qui étaient pratiquement uniques, qui maintenant sont mixées avec d'autres mécaniques et ça l'amène, tu sais, j'appellerais ça le post-moderne, l'âge post-moderne des jeux un peu où on va mélanger différentes thématiques, mécaniques ensemble pour en fait créer une expérience de jeu qui va peut-être être plus complète ou qui va trouver... Oui, ben là j'ai vu qu'est-ce que tu as sorti sur ton écran, on n'en a pas parlé Ouais, ben beaucoup. c'est un jeu de 2016, mais c'est juste que je voulais amener le fait qu'il y a comme une genre d'hybridation du jeu avec le médium numérique, mais aussi des mécaniques à la Legacy, mais un peu comme... Le legacy non destructif, là. Exactement, avec le Fable system de Friedman Freeze, avec son jeu, en fait, le phare qui s'appelle Fable Fruit, qui a sorti quelques autres jeux dans cette mécanique-là qui ont l'air d'avoir plus ou moins marché, Ouais, le malheureusement. Fast Forwards Fable System de Friedman Freeze, on avait parlé un petit peu avec Forteresse, c'était quoi? Flea. Fear et Flea. Ouais. Donc, qui sont des jeux quand même intéressants au niveau de la mécanique, mais qui sont pas nécessairement là, des jeux. C'est pas des chefs-d'œuvre. L'idée est Mais bonne. on sent qu'il y a des tendances à vouloir pousser cette idée-là de une game influence la prochaine. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Les Legacy le font bien, mais oui, les Legacy, c'est des jeux destructibles où tu vas modifier ton plateau, donc il va être permanemment modifié. Alors que dans le Fable System, d'une game à l'autre, tu finis où la game avait terminé avant. Donc on sent qu'il y a ce désir de vouloir rajouter peut-être une thématique ou une forte empreinte au niveau de la thématique et de l'immersivité des jeux en amenant cette évolution d'une partie à l'autre, qu'une partie à l'autre va être déterminée, va évoluer selon ce qui a été fait dans les dernières parties. Donc c'est quand même une tendance qu'on sent, que j'ai hâte de voir dans 2018 à quel point on va la pousser, on va la développer, cette tendance-là. Cool, ben ouais, j'ai bien hâte de voir 2018, qu'est-ce que ça nous réserve. J'espère quand même pas trop de jeux d'escape, mais quelques-uns pour les fans, hein, je comprends que c'est important. Sinon, moi je pense que le côté Legacy que j'avais cru qu'il allait arriver beaucoup plus vite, je crois que là il va arriver peut-être un peu plus. On va voir, on a vu justement Charterstone qui arrive. C'est le premier jeu de Legacy qui n'est pas fait par Rob DeVio. Ouais, qui est Déjà dans le la fond première l'inventeur des jeux un peu Legacy. Un peu ouais, c'est ça, avec Risk et Pandémie. Donc Seafall. Et Seafall, ouais, exact, ce sont ces trois jeux Legacy qui a fait en collaboration, en fait, Pandémie qui a fait en collaboration avec l'auteur d'origine, Matt Leacock. Mais c'est un peu lui là, qui a mis en place les Legacy, donc premier jeu qui n'est pas un Legacy, très hâte de l'essayer d'ailleurs, Charterstone. Oui, donc que 2018 soit rempli de nouveaux jeux et de De nouvelles mécaniques et de toujours, tu sais, ce qu'on aime toujours, nous, c'est quand les jeux repoussent les limites du jeu. Oui, c'est ça, repousser les limites, c'est important. Et moi, ce que j'aime, c'est les thématiques aussi. J'aimerais ça voir plus de thématiques originales, là, des trucs pas, là, juste les affaires qu'on connaît, là, de l'espace, de pirates, puis de médiéval fantastique. Plus de jeux là, de cirque, de mode. De mode, ouais. Je sais de quoi tu parles. Ouais, ok. En fait, ça conclut donc notre dernier épisode de la saison et de l'année. En fait, on a oublié de vous souhaiter joyeux bonne année à tous. Bonne année, ben oui, donc on en profite maintenant pour on est déjà en 2018, en fait. On est déjà en 2018, on en ça avait paraît pas parlé. Là, mais... Non, ça paraît pas pour les gens qui sont ici peut-être et pour tout ça. Mais bon, on est en 2018, on vous le confirme. Merci beaucoup pour votre écoute. C'est toujours vraiment apprécié là, de savoir qu'il y a des gens qui s'intéressent aux jeux de société, s'intéressent au podcast. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Balado Ludique. Sinon sur iTunes, tapez Balado Ludique. Sur Google Play Music, Balado Ludique. Sur YouTube, Balado Ludique. Comme on l'a mentionné un peu en début d'épisode, on va prendre une petite pause, 5 semaines environ, pour revenir en force avec une saison 2 de Balado Ludique, formule totalement revisitée, avec des invités, des concours, des nouveaux segments, plein d'affaires. Ouais, c'est ça. Donc en tout cas, on va avoir 5 semaines pour inventer tout ça.
Si entre-temps vous avez là, des sujets que vous aimeriez particulièrement qu'on traite, n'hésitez pas à nous écrire, ça va nous faire plaisir d'intégrer ça dans nos prochains épisodes. On a déjà quelques personnes qui nous ont écrit avec des demandes spéciales, donc n'hésitez pas à le faire le plus tôt possible, ça va nous faire plaisir d'en parler. Sur ce, JF, je te remercie beaucoup pour ta grande collaboration à l'épisode et à toute la saison 1 de Balado Ludique. Je remercie notre grand public ici qui est là totalement. Première expérience devant public live. Si ça devient trop populaire, on pourra peut-être pas avoir du mimosa pour tout le monde à chaque fois. Je peux pas vous dire qu'on se retrouve la semaine prochaine, mais je vous dis qu'on se retrouve dans 6 semaines. Ciao!